Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence sur la pollution contre la pollution plastique et les leviers pour y faire face. Merci d'être avec nous. Merci aux intervenants de nous avoir rejoints pour ces 2 heures de formation, ainsi qu'à l'IGPDE et à l'IPEC, les organismes de formation du ministère de l'économie et des finances et de la transition écologique, d'avoir organisé cette formation qui, je l'espère, vous en apprendra un petit peu plus sur cette pollution qui nous entoure, qui est parfois assez insidieuse, et sur des moyens, des solutions pour tenter d'y faire face. Alors tout simplement, pourquoi cette formation 2022, coup de tonnerre dans le monde du plastique. Les Nations Unies ont annoncé qu'on allait enfin avoir un traité contre la pollution plastique. C'était une nouvelle, pour moi qui connais ces questions du plastique, inattendue, inédite. On attendait vraiment cette information. Il se trouve que fin mai, en France, à Paris, on va avoir la 2e session de négociation de ce traité qui devrait pouvoir, on l'espère, être négocié d'ici 2024. Donc beaucoup de choses sont en branle aujourd'hui, au niveau réglementaire, au niveau international, pour contrer cette pollution qui augmente de manière exponentielle chaque année, de manière assez redoutable. Et donc nous allons effectivement essayer d'en parler tous ensemble. Je vais vous présenter nos intervenants assez rapidement. Je vous redonnerai leurs fonctions au fur et à mesure de leurs interventions. Nous avons donc Hélène Bortoli-Puig, chef de service éco-conception et recyclage à l'ADEME. Merci. Bonjour. Nous avons Valentin Fournel, directeur éco-conception et réemploi chez Citeo, qui représente les industriels, les metteurs sur le marché de produits d'emballage plastique. Nous avons Juliette Franquet, directrice de Zero Waste. Merci d'être avec nous. Shahinez Aouf, qui est venue de très loin, de Montpellier hier, chercheuse à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, chercheuse en éco-conception sur les bioplastiques. Et enfin, Célia Renesson, bonjour, cofondatrice et directrice générale de Réseau Vrac. Donc vous allez tous essayer de nous aider à voir un petit peu plus clair sur les leviers pour essayer de contrer cette pollution, voir comment est-ce qu'on peut essayer d'aller au-delà ou de la réduire, tout simplement. Alors, juste quelques petites précisions pour que vous sachiez où vous êtes. Cette conférence est enregistrée en live dans un super studio à Vincennes, en région parisienne. Elle est ouverte à tous. Elle va être enregistrée et elle sera disponible ensuite sur Webex et YouTube dans quelques jours. Elle sera suivie de questions et réponses, donc on va commencer à faire quelques présentations au début, et vous pourrez, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, elles me seront rapportées et je pourrai effectivement les poser à nos intervenants pour tenter d'y voir plus clair. Surtout n'hésitez pas, vous avez vraiment la chance d'avoir des spécialistes de la question, n'hésitez pas à leur poser leurs questions. J'ai oublié de me présenter parce que vous avez aussi effectivement une présentatrice pour cette conférence. Je suis moi-même journaliste, environnement, climat. Il se trouve que j'ai commis un petit livre sur le plastique et la pollution plastique en 2021 qui s'appelle Les Plastiqueurs et qui m'a permis de faire le tour, en tout cas d'essayer de faire le tour de cette question. Alors, l'objectif de cette conférence, il y en a plusieurs. L'IGPDE et l'IPEC qui veulent essayer de vous infranchir sur le sujet, veulent surtout favoriser la compréhension de l'actualité économique auprès des agents du ministère public. C'est un point extrêmement important pour eux. Et encourager le débat et l'échange d'idées en permettant à des experts ici présents de partager leur point de vue et de vous permettre de leur poser des questions. Alors, n'attendons plus, nous avons 2 heures, mais beaucoup de choses à nous dire. Donc, on va faire déjà un petit état des lieux de la situation. Avant de passer aux solutions, il va tout simplement falloir vous expliquer ce que c'est que cette pollution plastique dont nous allons vous parler. Donc, ça va commencer par moi. Alors, je suis désolée, ça va commencer quelques petits frissons par une petite présentation d'une dizaine de minutes un petit peu anxiogène. Mais il faut bien passer par là pour savoir qu'il faut des solutions. Il faut comprendre qu'il y a une catastrophe. Donc voilà, on va parler donc de cette pollution plastique. Et pour ce petit bilan, ça commence tout simplement par une courbe que vous avez sûrement déjà vue. C'est la courbe de la production plastique. Donc on a commencé à produire du plastique de manière extrêmement importante dans les années 50. Mais en fait, l'histoire du plastique, ça a commencé dès le 19e siècle avec finalement une intention très écologique et très positive. On voulait tout simplement protéger les éléphants parce qu'on faisait des boules de billard, on jouait beaucoup au billard à l'époque, avec de l'ivoire, donc les défenses des éléphants. Et cet ivoire venait à manquer, puis tuer les éléphants, on trouvait que c'était pas super intéressant comme action. Donc on s'est dit qu'on allait trouver un nouveau matériau et c'est
du plastique, il y a toute une histoire autour que j'ai pas trop le temps de vous raconter aujourd'hui. Et on a créé des plastiques semi-synthétiques puis synthétiques au début du XXe siècle, qui ont été développés, les grands plastiques que vous connaissez aujourd'hui, le PVC, le polystyrène, le polyéthylène, le polypropylène, le nylon dont on parle aussi. Ils ont vraiment été créés, tous ces grands plastiques, entre 1920 et 1940. Entre les deux guerres mondiales. C'est là qu'on a vraiment que les chimistes, on les ont mis au point. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a beaucoup utilisé le plastique dans des applications militaires. On parle notamment, bien sûr, du nylon dans les parachutes, qui est finalement devenu le nylon des bas, nylon qu'on connaît. Et une explosion du plastique qui est arrivée dans la société de consommation aujourd'hui, dans les années 50. Et on voit sur cette courbe qu'on est passé de 2 millions de tonnes à peu près de production plastique dans les années 1950 à 70 ans plus tard, on est autour de 450 millions de tonnes. Donc vous voyez qu'on a été multiplié par plus de 200 en 70 ans, 450 millions de tonnes par an. Et cette production, alors certains peuvent avoir l'impression quand on parle d'interdiction du plastique à usage unique et autres, que ça y est, c'est la fin du plastique. Pas vraiment. L'industrie prévoit une progression de plus 3% par an. Alors plus 3% par an, si on prend sa petite calculatrice, assez simplement, on arrive à un doublement de la production de plastique vierge d'ici 2040, d'ici 20 ans. Et ça veut dire qu'on produira à peu près 1 milliard de tonnes de plastique chaque année. On est à 10 milliards de tonnes de plastique produit depuis 1950 en 70 ans. Et on sera en 2050 à 1 milliard de tonnes de nouveaux plastiques produits chaque année. Donc ça vous donne un petit peu une idée du problème. Et un des points du problème, c'est que tout simplement dans les années 50, on a appris, il y a une une du magazine Life que je cite souvent, de 1955, qui vous montre une famille en fait qui jette autour d'elle plein de plastique en disant non pas c'est du plastique qui va à la poubelle, mais c'est du plastique. Le plastique c'est fantastique parce que le plastique c'est jetable. En fait, on a appris à jeter dans les années 50. Avant, on gardait, on allait laver sa tasse à café. Maintenant, on a un gobelet en plastique et on va le jeter. Et donc, le plastique, c'est à finalement accompagner la société de consommation et la société du jetable. Et c'est ça, finalement, le gros problème du plastique. C'est pas tant le plastique en lui-même que le plastique en lui-même qui pose des problèmes, on va le voir, mais surtout le jetable. Donc, petite question, le plastique, la pollution plastique, elle est où ? Elle est partout. Partout où on la cherche en fait. Le plastique, souvent les gens ne voient que les déchets plastiques, les macro-déchets qui vont être sur une plage là-bas, loin en Indonésie ou en Malaisie. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas que ça, c'est un point bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a bien sûr le plastique dans l'eau en fait, donc les océans. Ce qui a un petit peu porté préjudice finalement aujourd'hui au travail contre la pollution plastique, puisque le capitaine Moore dans les années en 1997 découvre le 7e continent de plastique. Et cet amas de plastique au large du Pacifique, sauf que ces plastiques de surface, qui sont dans le premier mètre de surface des océans, c'est 1% de la pollution plastique des océans. Le plastique qui est présent dans les océans, c'est des microparticules de plastique, ou c'est des plastiques qui sont dans la colonne d'eau, ou dans les fonds marins, et c'est 99% de la pollution plastique des océans. Donc ne parlons pas que de cette pollution. Il y a de la pollution plastique dans l'air. Alors on en a trouvé, donc je vous dis partout où on la cherche, Everest, Pyrénées, pôle Nord, pôle Sud, réserve naturelle, il y en a dans les endroits où on n'imaginerait pas qu'on a de la pollution plastique. Elle est bien sûr présente sous forme de micro-particules de plastique. Ces particules de plastique issues de la fragmentation des plastiques, de leur vieillissement. Les sols, alors on parle des océans, mais moi j'aime beaucoup parler des sols, parce que les sols c'est aussi la vie, et les sols sont 4 à 23 fois plus pollués en plastique que les océans. Donc c'est assez remarquable, au sens un petit peu négatif du terme, on est bien d'accord. Ce qui amène aussi du plastique dans les écosystèmes. Dans tous les animaux marins où on le cherche, on en trouve. Les fruits et les légumes, puisqu'on en a dans les sols. Donc quand on va faire pousser quoi que ce soit, on va avoir du plastique qui va venir des sols, qui vient de ce qu'on appelle l'agriculture ou la plasticulture, toutes ces bâches qu'on va mettre dessus. Les engrais qui sont enrobés dans des petites capsules de plastique. Ça partait d'un bon sentiment, on voulait que l'engrais se diffuse lentement et finalement il se diffuse lentement dans ces petites capsules de plastique, sauf que le plastique va se décomposer dans le sol et va y rester. Ensuite, on va avoir aussi tout simplement le plastique qui est dans l'eau de pluie et dans l'air et qui va être lessivé par la pluie. Et puis tous ces plastiques, quand vous prenez vos vêtements, donc là je suis habillée, oui, en plastique aujourd'hui, effectivement, rien que pour vous, j'ai mis du plastique, donc c'est du textile synthétique. 70% aujourd'hui des textiles, pas que des vêtements, mais des textiles sont en synthétique, ce qui veut dire que quand vous mettez vos vêtements dans votre lave-linge, qu'ils soient en coton, qu'ils soient en fibre naturelle, en fibre synthétique, elles vont être érodées dans la machine. On a plein de
microparticules qui vont partir dans les eaux de lavage, dans les eaux usées, qui vont ensuite passer dans les stations d'épuration, sauf que les stations d'épuration ne vont pas filtrer ces microparticules de plastique, qui vont arriver dans les boues d'épuration, qui vont être étendues sur les sols, d'où des pollutions de sol. Donc les écosystèmes. Et puis enfin, le bout de chaîne, pas très étonnant, c'est l'être humain. Bien sûr, on consomme nous-mêmes du plastique, notamment par l'alimentation, par plein d'autres moyens, mais beaucoup l'alimentation et puis l'eau. L'eau qui va être dans les bouteilles l'eau minérale dans les bouteilles de plastique contient beaucoup plus de microparticules de plastique que l'eau du robinet. Et donc on estime, c'est un chiffre qui peut être controversé, mais qui vous donne une idée, jusqu'à 5 grammes de plastique par semaine qui va transiter par le corps humain, qui va en sortir, soit l'équivalent d'une carte bancaire, pour vous donner un petit peu une carte bancaire qui est en PVC, si ça vous intéresse. Une petite pollution qu'on oublie assez souvent, mais qui est importante aussi sur le plastique. Le plastique, c'est des énergies fossiles, c'est des hydrocarbures. Le plastique, il est fait majoritairement de pétrole, à hauteur de 70% à peu près, de gaz naturel de plus en plus, et de charbon, notamment en Chine. 5-10% du plastique aujourd'hui est fait à base de charbon. On prend ce qu'on a chez soi. Et en fait, la production du plastique va émettre des gaz à effet de serre qui sont liés à l'extraction de ces hydrocarbures, de la production du plastique, des transports, etc. et de la fin de vie. La fin de vie, ça va être l'incinération, le recyclage, etc. Donc on a un bilan carbone du plastique qui est assez élevé. Et là, on avait une étude, cette slide vous montre une étude de Ciel, un think tank basé à Washington et à Genève, qui vous montre qu'aujourd'hui, on estime à peu près, dans leurs calculs, ils avaient estimé à 189 l'équivalent des émissions de 189 centrales à charbon, ce coût carbone du plastique aujourd'hui. Si on continue comme on est lancé, on arrivera à l'équivalent de 295 centrales à charbon d'ici 2030 et 615 d'ici 2050. Donc ça vous donne une petite idée de cette pollution, encore une fois, invisible. Au-delà de la pollution visible des déchets, il faut compter sur la pollution invisible du plastique, de sa toxicité. On va en parler un petit peu dans cette table ronde, mais ce ne sera peut-être pas le lien le plus évoqué. Cette toxicité peut provenir de différents points, donc je vous le résume très vite. Vous le voyez sur le slide, à la fois ça vient des monomères, puisque le plastique, on parle de polymères, comme un collier de perles. Et chaque perle en fait est un monomère. Et dans les monomères, on a par exemple le styrène, du polystyrène. On a le bisphénol A, BPA, bien connu plutôt négativement des parents qui se disent surtout j'achète un biberon sans bisphénol A. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que souvent, ils achètent un biberon avec bisphénol S, mais ça, c'est une autre question. Donc, les monomères, ça peut venir aussi, le plastique, il a un petit sac à dos d'additifs, en fait. On a les monomères, et puis derrière, il a un petit sac à dos, le plastique. On a des additifs, qui vont être les phtalates, les perfluorés, les rotateurs de flamme. On en a énormément. Le plastique, il est fantastique, parce qu'on va lui ajouter des caractéristiques, des couleurs, des saveurs, etc., qui vont être plus ou moins, qui peuvent être toxiques pour l'être humain, et pour l'être humain, pour l'environnement. Donc là, les additifs. Ensuite, on a, alors attention, c'est un nom très barbare, les NIAS, Non-Intentionally Added Substance, les substances non intentionnellement ajoutées. Ces substances, c'est tout simplement, quand on fait du plastique, c'est de la chimie. On va faire ça, on va monter à des très fortes températures, on va mettre des produits chimiques ensemble, et tout ça va créer un mix qui va produire des substances qu'on n'avait pas prévues. C'est-à-dire que parfois, on a des industriels, on leur dit, mais vous savez, vous aviez un exemple du nonylphénol dans votre tube à essai qui agit sur les cellules cancéreuses que je suis en train de mettre à l'intérieur, il y a un effet assez bizarre, vous avez mis du nonylphénol. Le fabricant de bonne foi vous dit, j'ai jamais mis de nonylphénol. Oui, mais il a mis du TNPP. Et le TNPP, c'est lui-même dégradé pendant la transformation dans une substance, le nonylphénol, qui est reconnu comme perturbateur endocrinien et qui va être très néfaste, notamment à l'évolution d'un enfant, etc. Donc ça, quand on achète un plastique, on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dedans, ce qui est un point important. Et le dernier point, c'est la toxicité par la surface. Le plastique est un très bon véhicule des bactéries, de certaines substances toxiques. On l'a vu notamment pendant le Covid. Le plastique et l'inox étaient les deux matériaux sur lesquels le Covid restait infection le plus longtemps, de 7 à 9 jours. Donc on a pu voir que le plastique pouvait aussi véhiculer des substances toxiques. Je vais finir juste ce petit bilan plastique par quelques chiffres marquants. On a déjà parlé des 10 milliards de tonnes de plastique produites depuis 1950. Alors si on prend uniquement les déchets plastiques, 91% des déchets plastiques générés depuis 1950 ont fini incinérés en décharge ou dans la nature. 9% seulement ont été recyclés. Donc vous voyez que l'ampleur du problème. 1 tonne environ est déversée dans l'océan toutes les 2 secondes. Donc d'ici la fin de cette table ronde, je ne vous dis pas combien de camions auront été déversés dans les océans. Chaque minute qui passe, nous consommons 1 million de bouteilles d'eau en plastique
uniquement des bouteilles d'eau, hein, sans parler des sodas, et 10 millions de sacs plastiques, vous pensez que la vie des sacs plastiques est terminée? Pas du tout, on en produit chaque année de plus en plus. Le commerce des déchets plastiques a décuplé en 25 ans, c'est-à-dire quand on a des déchets qu'on n'a pas envie de voir, on a tendance à les envoyer en d'autres pays. Et en 15 ans, c'est un autre chiffre que j'ai trouvé assez marquant à l'époque quand je travaillais là-dessus, en 15 ans, le volume des déchets plastiques importés en Turquie a été multiplié par 173. C'est encore plus aujourd'hui, puisque depuis que la Chine n'accepte plus les plastiques extrêmement sales, on les envoie pour l'Europe, notamment en Turquie, parce que c'est plus près, parce que c'est encore autorisé. Voilà les petits points que je voulais faire avec vous avant de commencer sur les solutions. Vous voyez maintenant qu'on a besoin de quelques leviers, de quelques solutions pour rosir un petit peu ce tableau. Et donc, dans un premier temps, je vais peut-être demander aux personnes à ma droite, à Hélène d'abord. Donc, Hélène Bortoli-Puig, chef du service éco-conception et recyclage à l'ADEME, de nous faire un petit peu un état des lieux de la réglementation française et puis de voir un petit peu ce qu'on fait à l'ADEME autour de ça et qu'est-ce que vous préconisez pour essayer de changer la donne et d'inverser la tendance. La parole est à vous. Merci beaucoup. Petite zapette ici, c'est ça? Exactement, droite-gauche, et c'est bon, la petite flèche. Ça marche. Exactement. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être parmi vous. En effet, je vais essayer de vous parler déjà de l'ADEME, Agence de la transition écologique. Donc, c'est un établissement public sous tutelle ministère Environnement, Recherche et Industrie. Et nous travaillons en fait pour la transition écologique vers les cibles à la fois entreprises, à la fois collectivités et à la fois citoyens. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment plutôt de la cible entreprise, c'est-à-dire c'est une petite partie de ce que fait l'ADEME pour essayer d'accompagner les fabricants de produits à diminuer du coup cette pollution plastique. Alors, quelques petits repères pour commencer sur la réglementation. Je prétends pas du tout avoir une exhaustivité de ce qui existe sur la réglementation des plastiques, mais ce que je voulais vous montrer là, c'est en effet des repères, à la fois la réglementation européenne. Vous avez ce petit encart à gauche qui vous donne ce repère des directives SUP et emballage et alors, directive SUP, je me permets de préciser, directive SUP, c'est Single Use Plastic en anglais, donc ça veut dire la directive sur les plastiques à usage unique qui a été prise à Bruxelles. Tout à fait, merci beaucoup. Et puis en France, le repère, c'est la loi AGEC avec en repérage. AGEC, loi AGEC, une petite. Est-ce que vous pourriez préciser anti-gaspillage. Et pour l'économie circulaire. Pour l'économie circulaire, oui, pardon. Donc avec ce repère de 2040 où on attend la suppression des emballages à usage unique. Et puis des petits repères aussi. Avant ça, il y a une courbe qu'il faut suivre avec en 2025. On attend à ce que les fabricants tendent vers 100% des emballages plastiques recyclés et le fait de diminuer les emballages à usage unique d'au moins 20%. Et après, je vous ai mis des repères spécifiques sur les bouteilles, mais mon collègue de Citeo certainement va compléter possiblement ces chiffres-là. Juste un petit repérage de qu'est-ce qui se voit aujourd'hui déjà en termes d'effet de la réglementation. Vous avez vu depuis janvier 2018, déjà les microbilles utilisées dans certains cosmétiques sont interdites. Depuis 1er janvier 2020, les gobelets, assiettes et coton-tiges interdits. Janvier 2021, ce sont les confettis, les pailles, etc. Et puis, janvier 2022, les emballages des fruits et légumes conditionnés jusqu'à 1,5 kg. Également, certains enveloppes plastiques des magazines. Et depuis janvier 2023, on a les plastiques de la restauration. Donc tout ça, vous avez déjà pu le voir. Et en projection, en janvier 2025, on en reparlera à la fin de ma présentation, pour les lave-linges, par rapport à la pollution justement de ces microplastiques que l'on retrouve dans les eaux par érosion du linge qui est lavé, on va devoir, à partir de janvier 2025, les fabricants vont devoir proposer des filtres pour éviter que ces microplastiques se retrouvent dans les eaux. Donc la suite. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que finalement ce plastique, il se retrouve partout et que tous les secteurs d'activité des produits sont concernés. Donc les emballages, c'est à peu près 40%.
Mais il y a le BTP, les transports, l'agrofourniture, le mobilier, les textiles, la santé, les jouets, le bricolage, la pêche. Voilà. Et vous avez en bas, en fait, par résine, les secteurs d'activité et le pourcentage en fait de plastique par secteur d'activité et vous voyez qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de vous centrer cette présentation vers les solutions et les leviers que l'ADEME accompagne avec les fabricants, parce que finalement tous les produits sont concernés par le plastique, il y en a plus ou moins. À gauche, vous voyez le cycle de vie des plastiques en France. Ce qui est intéressant de voir là, de pointer, ce sont les grands chiffres de production. On est à peu près à 5 millions de tonnes de résine vierge pour produire tous ces produits dans lesquels il y a du plastique. Et on voit qu'en fin de vie, on est plutôt à 3,6 millions de tonnes de plastique. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on en récupère finalement dans tous ces plastiques, qu'on en collecte que 1,3 million. Et ensuite, on arrive à en régénérer que 600 000 kilotonnes. Ce qui veut dire que ce cycle, il n'est pas du tout vertueux. Il est très pétrole dépendant. Et il a énormément de fuites, des fuites à la fois au moment de la fabrication, au moment des usages, de la consommation, de la fin de vie, de la collecte, à tous les niveaux. Et finalement, l'accompagnement qu'on peut faire, c'est à tous les niveaux de ce cycle de vie, à la fois au moment de la fabrication, à la fois au moment de la consommation, de la fin de vie, de la collecte et de la régénération. J'en dis un petit peu plus. Donc l'esprit de la loi, où j'ai pointé les repères tout à l'heure, elle pointe des objectifs qu'on appelle des objectifs 3R, et je vais le détailler, qu'aujourd'hui, moi j'aime bien pointer sur les principes des 3S. Les objectifs 3R, c'est quoi? C'est un objectif d'abord de réduction, de prévention, c'est-à-dire qu'on va accompagner le plus possible le fait de réduire cette quantité de plastique, à la fois auprès de toutes les cibles, les fabricants, les collectivités, les citoyens. Mais sur la cible des fabricants, ça veut dire essayer au moment de la conception des produits de diminuer un maximum ces quantités de plastique. Et on va voir après quelles sont ces façons de diminuer. Le deuxième R, c'est le fait de promouvoir la réutilisation, le réemploi, globalement l'allongement de la durée de vie de nos produits, qui sont un levier formidable pour diminuer cette quantité de résine vierge consommée. Le troisième levier, c'est le recyclage. Le recyclage, qui peut être soit mécanique, soit chimique, en fonction de ce qu'on veut chercher à produire comme résine, matière première de recyclage. Je me permets juste une petite recyclage mécanique, ça veut dire qu'on va réduire le plastique en miettes, en petits morceaux de manière mécanique. Recyclage chimique, on va intervenir avec des produits chimiques, éventuellement de la chaleur, pour pouvoir revenir au monomère de base dont on a parlé et refaire du nouveau plastique. Exactement. Et on va aller vers du recyclage chimique uniquement justement quand on veut aller retrouver ces monomères pour refaire des résines qu'on n'arriverait pas à refaire avec un recyclage mécanique. Ce que je voulais juste pointer là, c'est que ces 3 R, ils vont nous permettre de diminuer cette quantité finalement de résine vierge sollicitée pour faire nos produits, mais c'est dans un esprit aussi de sobriété. De sobriété, ça veut dire quoi? C'est cette réflexion où on va accompagner le fabricant pour qu'il utilise la juste quantité de produits pour un juste usage. Souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner le fabricant pour qu'il soit un peu plus souverain sur justement les matières qu'il va pouvoir utiliser et qu'il ne dépende un peu moins à la fois du pétrole et de ces matières où il va falloir qu'il aille rechercher des matières premières de recyclage et c'est pas toujours facile. Et sur la santé, parce que vous l'avez pointé tout à l'heure, finalement, ce plastique, il a des impacts non négligeables sur la santé.
Alors, les leviers, je vais en pointer 4. Ça va aller. Donc, le premier levier où on accompagne les fabricants, c'est un levier un peu général qui marche pour l'ensemble de la diminution de l'impact environnemental sur les produits. C'est le levier avec les démarches d'éco-conception. L'idée de l'éco-conception, c'est d'intervenir auprès du fabricant pour l'accompagner à déjà comprendre quel est l'impact environnemental de son produit sur tout le cycle de vie de son produit, c'est-à-dire du berceau à la tombe, du moment où on va extraire les matières premières pour le fabriquer jusqu'à sa fin de vie. Donc qu'il ait une vision systémique, c'est-à-dire vraiment de la globalité de l'impact environnemental de son produit. Et pourquoi on l'accompagne au moment de la conception ? Parce que c'est à ce moment-là aussi qu'il va pouvoir agir sur finalement la composition de son produit, sur les différents matériaux qu'il va mettre dans son produit, sur la durée que son produit va pouvoir avoir en usage, sur justement sa capacité à être réparée. Et du coup, cette démarche d'éco-conception, à la fois, elle permet aux fabricants d'avoir cette vision de quel est cet impact, ces impacts environnementaux que produit mon produit tout au long de son cycle de vie. Quels sont les leviers que moi je peux avoir pour comprendre ce qu'il faut diminuer en priorité. Et du coup, c'est vraiment un guide de conception formidable. Parce que ça permet de diminuer cet impact environnemental. Et en ce qui concerne finalement le matériau plastique, ça va guider le fabricant sur la juste quantité, le fait aussi de réfléchir sur les impacts de santé du plastique et donc d'utiliser aussi la juste résine pour le juste usage, parce que ce que je n'ai pas dit au démarrage, c'est que le plastique, finalement, pourquoi il est autant dans tous ces produits, c'est qu'il a des capacités techniques qui sont formidables. Il faut bien le reconnaître, que ce soit du film alimentaire qui permet de toucher les aliments, de les conserver, mais sans impact sur la santé, jusqu'à de la robustesse très forte. Voilà, il y a une gamme de capacité technique qui est formidable. Mais du coup, cette démarche d'éco-conception, elle permet vraiment aux fabricants d'être dans la connaissance déjà de ces impacts et de pouvoir moduler et de choisir quel est l'impact sur lequel il va pouvoir travailler. Alors Hélène, je vais vous laisser 1 minute pour les 3 autres leviers. D'accord. On est à 11 minutes. Le deuxième levier, c'est l'allongement de la durée d'usage. C'est-à-dire qu'on accompagne les fabricants, puisque vous l'avez vu, finalement, plus le produit va durer, moins on va avoir besoin de le refabriquer instantanément. Ce petit chiffre est parlant, 40% des produits en plastique sont jetés moins d'1 mois après leur achat. Donc l'idée là, c'est d'accompagner les fabricants de façon massive sur l'allongement de la durée d'usage. Et un des vecteurs, c'est l'indice de réparabilité qui est devenu aujourd'hui l'indice de durabilité. C'est un indice qui va voir le jour d'ici quelques mois et qui va permettre aux fabricants d'afficher finalement la durabilité du produit. Et comme un peu l'étiquette énergie, l'idée, c'est vraiment du coup que les fabricants ils soient encouragés à faire des produits de plus en plus durables pour avoir une bonne note, qui veut dire de plus en plus durable, réparable et fiable d'un point de vue usage. Alors, on a troisième levier. Aller très très vite. Pour le recyclage, voilà. Je pense qu'on va en parler. Mais voilà. Troisième levier qui n'est pas du tout pas important, c'est le levier du recyclage où finalement les objectifs c'est d'augmenter les taux de recyclage puisque vous avez vu qu'on part de loin. Très peu de résines sont aujourd'hui recyclées, d'améliorer la qualité des matières premières issues du recyclage parce que ça c'est très important. Pour que les fabricants puissent utiliser ces matières premières issues du recyclage, il faut qu'elles soient de bonne qualité.
Et le quatrième levier, alors là, c'était juste pour pointer les appels à projets où on accompagne les fabricants pour les aider justement à soit fabriquer cette matière première de recyclage, soit l'incorporer. Et le quatrième levier, c'est le fait de diminuer les pollutions des microplastiques, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler avec vos questions. Voilà, tout à fait. Et je me permets du coup de poser une question juste quand vous disiez justement sur l'incorporation du plastique recyclé. Est-ce que vous avez le taux pour la France ou sur l'Europe sur le taux de plastique recyclé incorporé? Je ne le connais pas, je suis vraiment désolée. Votre voisin peut-être sur les emballages. Voilà. Peut-être l'avoir. Ça dépend des résines. Justement, alors est-ce qu'on peut avoir, vous avez un chiffre ou pas, Valentin? Oui, alors aujourd'hui en France, donc, on est spécifiquement actif sur la France, même si vous allez voir qu'on travaille aussi à l'international. On intègre donc, sur les bouteilles PET, on est en moyenne à 20% d'intégration. Alors uniquement sur les bouteilles PET, donc en polyéthylène terephthalate, c'est les bouteilles un peu classiques, à peu près 20%, mais les bouteilles, c'est plutôt les mieux lotis en la matière. Est-ce que sur les emballages plastiques, on a à peu près... Tout ce qui est souple en PEHD, en PEBD, pardon, donc c'est tous les films un peu étirables que vous pouvez avoir, on est à peu près à 10% en moyenne. D'accord. Et sur les rigides en PE, on est à peu près à 10% aussi en moyenne. D'accord, mais après les autres, j'imagine que sur les autres non, et notamment parce qu'il n'y a pas de possibilité de retour contact alimentaire avec le recyclage mécanique, vous le mentionnez. Donc ça veut dire que évidemment tous les emballages ça veut dire que le plastique n'est pas de qualité suffisante pour être accepté en qualité alimentaire. En fait, parce que les technologies n'ont pas été validées au niveau européen, notamment par l'EFSA, et donc il n'y a pas cette possibilité-là. L'EFSA, l'Agence européenne Tout à fait. On a beaucoup trop d'acronymes. Exactement, de contrôle sanitaire. Voilà. Donc alors voilà, Valentin, qui est directeur éco-conception et réemploi chez Citeo, qui va prendre la main pour rester dans les temps, cette fois-ci peut-être, qui va nous expliquer un petit peu donc, son point de vue d'acteur de la filière du recyclage, voir un petit peu comment est-ce que les entreprises voient la chose et comment est-ce qu'elles peuvent se mettre en mouvement pour réduire tout ça. Oui, ça marche. Vous avez Merci la beaucoup. parole. Alors, je vais peut-être d'abord revenir en préambule sur les grands chiffres. Quand on parle de pollution plastique, juste redire que c'est une des grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité. La biodiversité, on a 5 grandes pressions. L'une d'entre elles est donc la pollution, et notamment la pollution plastique, qui est extrêmement importante. On a, malgré les chiffres que vous avez donnés, qui sont extrêmement alarmistes, on a peu de chiffres robustes aujourd'hui qui existent. C'est évidemment les extrapolations qui sont faites. On n'a pas pu aller comptabiliser l'ensemble des produits, des microplastiques qu'on peut retrouver dans l'environnement. Mais il y a des estimations qui existent, en tout cas, et qui ont le bénéfice au moins d'alerter sur ce sujet-là. À titre d'exemple, donc le WWF estime qu'en France, on a à peu près 80 000 tonnes de déchets plastiques qui sont rejetés dans la nature, en fait, chaque année. Ce qui est évidemment énorme et qui représente à peu près 2-3% des plastiques produits chaque année. En France, encore une fois. Maintenant, si on regarde au niveau mondial, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une étude donc, de Jean Beck qui fait foi de 2015 sur le sujet, qui montre qu'il y a 20 pays qui représentent à peu près 83% de la pollution plastique qu'on retrouve dans les océans. 83%, 20 pays, aucun de ces pays-là n'est européen. Donc ce qui veut dire en fait, que pour lutter contre la pollution plastique, déjà il va y avoir différents leviers, différents niveaux d'action. Il va falloir lutter à un niveau national, c'est-à-dire français en ce qui nous concerne là aujourd'hui, mais également, surtout d'ailleurs, à un niveau international. C'est-à-dire que si on ne travaille que sur l'Europe, que sur la France, on va parler des directives sud, de la loi AGEC, c'est très bien, mais ce ne sera pas du tout suffisant pour lutter contre la pollution plastique. Donc il faut aller beaucoup plus loin et aussi agir à ce niveau international. Donc je vais revenir maintenant sur la France. Ça a été dit par l'ADEME, on a aujourd'hui une production à peu près de 5 millions de tonnes de plastique au global. Si on regarde les emballages, c'est à peu près 40% de cette production-là. Et si on regarde les emballages ménagers, cette fois-ci, c'est à peu près 20%, donc 1,2 million de tonnes d'emballages plastiques mis en marché chaque année. Ce qui représente 20% du gisement d'emballage ménager mis en marché chaque année. On a commencé à évoquer le sujet, celui du taux de recyclage des emballages plastiques. Donc là, encore une fois, on est focalisé, parce que c'est bien notre rôle chez Citeo, sur les emballages ménagers. On a, en moyenne, sur les emballages plastiques, 30% de taux de recyclage en France. Ce qui cache en fait derrière une réalité qui va être très différente entre les bouteilles et flacons en plastique, avec un taux de recyclage proche des 60%. C'est en gros les bouteilles opaques, shampoing, voilà, toutes les ménagers. bouteilles, même vos bouteilles de jus, de soda ou autre. Et puis on a tous les autres plastiques donc, qui ne sont pas des bouteilles, donc ça va être tous les souples, les rigides qui sont plutôt des pots, des barquettes, etc. Où là on a un taux de recyclage de 11%. Qui est, ceci dit, en augmentation, puisqu'on a, vous l'avez peut-être remarqué dans vos territoires,
puisqu'on a mis en place depuis 2012 maintenant l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire qu'on peut maintenant trier dans le bac jaune l'ensemble de ces emballages, et donc l'ensemble de ces emballages plastiques. Et donc on est capable derrière de les récupérer, de les collecter, de les trier et de les recycler. Mais c'est évidemment une croissance qui va être continuelle. Enfin, on espère en tout cas qu'elle va continuer d'augmenter régulièrement dans les prochaines années. On est aujourd'hui à 98% de la population française qui a cette extension des consignes de tri, donc la simplification du geste de tri. Ce que ça veut dire là-dedans aussi, c'est que, on l'a vu avec le chiffre du WWF, à peu près 2% des emballages plastiques, on va dire, se retrouvent dans la nature. Et donc ça veut dire qu'on a à peu près 40% des emballages plastiques, enfin ou même 70% on va dire, qui ne sont pas recyclés parce qu'ils ne sont pas en fait triés. Donc notamment quand on regarde les bouteilles, 60% de taux de recyclage, ça veut dire que 40% des bouteilles sont en fait mis dans les poubelles, dans les ordures ménagères. Et donc là c'est un sujet vraiment de geste de tri, comment est-ce qu'on arrive à l'inciter beaucoup plus fortement. Alors, comment est-ce qu'on peut agir assez différent? Je l'ai dit, on a des actions potentielles à des niveaux local, à un niveau régional. Ensuite, je parlerai du niveau plutôt national et puis du niveau international. À l'échelle régionale, on a depuis 2023 une convention avec les collectivités locales pour lutter justement contre les déchets abandonnés. En venant financer des actions concrètes sur le terrain, qui peuvent être soit du diagnostic pour comprendre en fait cette pollution plastique, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans la nature, est-ce que c'est un problème de dispositif, est-ce que c'est un problème de conception des emballages, est-ce que c'est un problème de geste des consommateurs ou des citoyens. Il y a également des actions qui peuvent être financées de l'ordre de la prévention, comment est-ce qu'on évite évidemment de retrouver ces emballages dans la nature, de nettoiement derrière, et puis de traitement évidemment une fois qu'on a récupéré ces emballages-là. Voilà. Donc sachez que ça c'est extrêmement important, c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à mieux connaître la problématique et donc trouver les meilleurs leviers pour lutter contre cette pollution en France. Ensuite, ça a été dit par l'ADEME pour beaucoup, donc je vais passer assez vite. Si on regarde l'échelle régionale et nationale, on a 3 grands champs d'action qui vont nous permettre de prévenir et de réduire les déchets abandonnés. C'est d'abord l'éco-conception avec les entreprises, donc c'est d'abord la suppression de tous les emballages inutiles. Il y en a encore, il y a des fonctionnalités parfois qui sont inutiles, sans que ce soit forcément les emballages. Il faut quand même garder en tête que l'emballage a d'abord un rôle de protection, donc il faut qu'il conserve ce rôle de protection pour éviter le gaspillage. Mais tout ce qui ne permet pas quelque part d'éviter le gaspillage, on peut considérer que ça va plus être aussi utile. Et puis réduire les emballages restants. Ensuite, c'est développer également des dispositifs de réemploi. Je pense qu'il faut se dire aujourd'hui, il faut un peu mettre à mal cette idée qu'on va avoir une solution magique, unique, qui va régler tous les problèmes. C'est pas vrai. Et c'est bien en combinant en fait l'ensemble des leviers qu'on va réussir à résoudre le problème. Donc en plus de l'expression, le réemploi évidemment fait partie des solutions potentielles. Mais pour cela, il faut construire un ou des dispositifs de réemploi performants à l'échelle nationale pour permettre justement d'éviter la production en fait, de nouveaux emballages sans que ce soit plus impactant d'un point de vue environnemental. Et puis on a de la R&D, parce que toutes les solutions n'existent pas encore aujourd'hui. On en parlait en discutant de ce gobelet. On a un partenariat, notamment Citeo, sur 6 ans avec le Centre technique du papier pour justement identifier des nouvelles solutions qui apporteraient des propriétés barrières au papier carton sans ajouter du plastique par exemple. Et puis on peut également réfléchir, quand on aura une meilleure connaissance de pourquoi les emballages se retrouvent dans la nature, est-ce qu'on peut avoir des actions de ce qu'on appelle design against littering, donc de conception pour éviter l'éparpillement des emballages dans la nature. Le meilleur exemple à date, c'est le bouchon solidaire, pour éviter que le bouchon se retrouve dans la nature séparé de sa bouteille. Petite précision, le bouchon solidaire, c'est le fait qu'effectivement on a une bouteille d'eau par exemple, avec le bouchon qui est relié à la bouteille, et ça a été demandé par la Commission européenne. Exactement, ça devient une obligation. C'est une directive qui a été... Tout à fait. Et qui permet en fait d'avoir vraiment à chaque fois de récupérer l'ensemble et donc d'éviter des dispersions dans la nature. Ensuite, c'est également accompagner les territoires autour de la biodiversité en installant de meilleurs dispositifs, plus de dispositifs et de meilleurs dispositifs, notamment hors foyer, donc en dehors du foyer quand on va sur les plages, les parcs et jardins, les lieux privés ou publics. Et puis, donc accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre aussi de plans structurés. Donc là, on travaille avec l'Office de la biodiversité et l'AMF notamment. Et puis enfin, la biodiversité, aujourd'hui on en a parlé, c'est quelque chose de plus large encore que la pollution, avec la pollution plastique. Et donc il faut le prendre en compte. Donc on va avoir des campagnes de sensibilisation, évidemment, et on travaille, nous, d'un point de vue aussi éco-conception, à définir un indicateur de biodiversité pour en fait accompagner les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, à part se dire oui, la biodiversité, on n'a pas vraiment d'indicateur aussi parlant que ce qu'on a sur le carbone, par exemple, sur le CO2, qui permettent de savoir est-ce que là, mon nouvel emballage va être plus ou moins impactant sur la biodiversité. Donc on y travaille avec le cabinet iCare
sur cette étude qui est en revue critique, donc pour voir c'est la méthodologie pour qu'elle soit le plus robuste possible. Et puis enfin, j'en parlais, donc là on était vraiment à l'échelle plutôt nationale, nos actions. Et puis à l'échelle internationale, parce qu'on ne résoudra pas le problème de la pollution plastique sans être extrêmement ambitieux à l'échelle internationale. Et donc là, vous avez parlé en introduction du traité, notamment plastique, dans le cadre de l'ONU. Et donc là, on milite chez Citeo pour faire inscrire dans ce traité le principe de REP, c'est-à-dire de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes de gestion des déchets en fin de vie qui soient en fait gérés sous la responsabilité des entreprises privées. Parce que ce sont elles qui vont le financer, et donc ça permet d'avoir un financement pérenne, uniquement dédié à la gestion de ces emballages-là. Est-ce que vous pourriez juste en 2 mots dire ce que c'est que les filières REP, donc responsabilité élargie du producteur, pour les personnes qui nous écoutent, quand est-ce que ça a été créé et pourquoi? Oui, donc en fait la filière REP est issue du principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que dans les années 70, il a été, donc notamment suite à des marées noires qui ont été extrêmement retentissantes, il a été déclaré que chaque producteur doit en fait payer pour gérer la pollution qu'il crée. Ça a été instauré donc en France à partir de 92, les premières filières REP, et donc notamment sur l'emballage, donc avec la création d'éco-emballage à l'époque. Donc il a été donné le choix, Citeo, qui était donc Citeo maintenant depuis 2017. Et donc dont l'objectif était de se dire, on met des emballages sur le marché, il faut qu'on puisse, nous producteurs, donc de produits emballés, il faut qu'on puisse payer pour gérer ces emballages-là en fin de vie. Et donc, il a été fait le choix de mutualiser cette approche-là, en créant donc Eco-emballage puis Citeo, pour permettre un financement en fait pérenne et la mise en place d'un dispositif, donc qui était le bac jaune à l'époque, et qui a fait donc tous les chiffres dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le bac jaune depuis 30 ans, et qui maintenant s'étend sur les autres problématiques beaucoup plus larges de la réduction de l'impact environnemental, en prenant la réduction, le réemploi, le recyclage. Et pour que les gens comprennent aussi, Citeo, en fait, c'est le représentant des industriels, que ce soit Danone, Nestlé, Coca-Cola, etc. Et donc, ils vont financer en partie en fonction du poids d'emballage plastique, ou pas plastique, mais on s'occupe du plastique là, poids d'emballage plastique qu'ils vont mettre sur le marché, on parle de metteurs sur le marché, ils vont payer un certain prix pour participer à la collecte, au recyclage de ces produits, sachant qu'il y a toute une partie qui n'est pas prise en compte et qui est payée par les collectivités et donc par le contribuable, avec effectivement parfois des controverses sur est-ce que les industriels paient suffisamment au vu de l'impact, etc. En tout cas, les filières REP sont là. On est à peu près 80% financés par les industriels aujourd'hui, 20% par les collectivités locales, sachant qu'à la fin, de toute façon, c'est le consommateur ou le citoyen qui va payer, et que effectivement, Citeo sur l'emballage plastique, c'est une des filières REP les plus anciennes et les mieux installées. D'autres sont en train de se développer sur différents produits, sur la construction, etc. Voilà. Tout à fait. Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais je préférais qu'on le précise. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on essaye de promouvoir ce système qui en fait a fait ses preuves, c'est-à-dire celui d'un financement pérenne, d'un système le plus efficace possible de gestion des déchets. Dans des pays qui n'en ont pas, en fait c'est primordial, tout en tenant compte évidemment des spécificités de chaque pays, puisqu'il y a notamment une importance extrêmement forte du secteur informel, et donc il faut réussir à intégrer. Mais donc il faut accompagner les pays qui n'ont pas forcément les moyens, ne serait-ce que politiques, de mettre en place ces systèmes-là. Et donc on milite pour y arriver dans le cadre justement de ce traité plastique. Eh bien, c'est parfait, vous êtes dans les temps alors que je vous ai interrompu, c'est parfait. Merci à vous. Alors, pour vous couper un petit peu de toutes ces interventions, etc., je vais peut-être prendre quelques questions, déjà poser quelques questions à nos intervenants et voir si les intervenants à ma gauche ont peut-être des réactions à ce qui s'est dit à ma droite. Moi, j'avais déjà 2-3 questions. Est-ce que éventuellement l'une d'entre vous a une réaction ou un commentaire par rapport à ce qui a pu être dit par Hélène de l'ADEME ou Valentin de Citeo? Moi, je veux bien réagir un peu. Alors, on n'est pas dans une... Donc, Juliette Franquet... Pardon. Juliette Franquet, donc directrice de Zero Waste France. Alors, le but, j'ai bien compris, c'est d'expliquer et d'améliorer la compréhension des enjeux économiques et de pas rentrer dans des grands débats. Mais forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui me donnent envie de réagir. Peut-être sur les filières REP en particulier. Effectivement, c'est un levier qui permet aujourd'hui, qui pourrait permettre de réduire le plastique. Je voudrais quand même rappeler que vu les chiffres qu'on a donnés en début de session, depuis les années 90, ça n'a pas marché en France. Donc, j'incite... C'était un levier surtout pour réduire la pollution plastique. Hein. C'est ça qu'on cherche, c'est bien le thème aujourd'hui et on pourra parler des autres leviers. Non mais après voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je veux quand même... et c'était bien de rappeler le système des filières REP, et il y a des avantages, et il y a des pays dans lesquels ça marche et d'autres dans lesquels ça pourrait marcher.
Et pour nous, en tout cas en tant qu'association citoyenne, c'est un levier qui est intéressant. Et bien entendu, la responsabilité des producteurs est primordiale. Mais c'est un levier qui est assez complexe et qui, selon nous, mériterait à être repensé, réorganisé pour accélérer cette responsabilisation des industriels dans la pollution plastique. De toute façon, il y a différents modèles de REP déjà qui existent en fait aujourd'hui en fonction des pays. Tout le monde ne le fait pas de la même manière. Et c'est vraiment adapté en fonction des réalités de chaque pays pour que ce soit le plus efficace possible, ça c'est sûr. Alors moi j'ai une petite question, du coup on va peut-être sur l'extension de la consigne de tri justement. Donc l'extension de la consigne de tri, ça veut dire qu'effectivement les centres de tri maintenant quasiment tous vont vous permettre, vont vous dire d'envoyer dans vos poubelles jaunes, vous mettre beaucoup plus d'emballages plastiques. Encore une fois, les poubelles jaunes c'est uniquement sur les emballages plastiques, c'est pas votre vieil arrosoir percé, c'est pas un emballage plastique. Emballage ménager, tout matériel, emballage pas que ménager, plastique. voilà pour vous dire ce qu'on met dans cette poubelle jaune. Mais emballage. Oui. Et emballage. Est-ce que l'extension de la consigne de tri, c'est pas... alors, ça paraît une avancée. Moi, ce qui me choque peut-être parfois par rapport à sa limite, encore une fois, de part et d'autre de la table, je pense notamment aux pots de yaourt, parce qu'il se trouve qu'en France, on mange des yaourts, mais pas assez pour encore les recycler. Mais on n'a que 4%, même si le chiffre a un peu changé depuis 2-3 ans où j'avais ce chiffre-là, mais 4% de nos pots de yaourt qui sont recyclés, qui sont collectés pour être recyclés, qui sont envoyés en Allemagne ou en Espagne, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de filière de tri sur... Il se trouve qu'en France, nos yaourts sont en polystyrène, nos pots de yaourt, plutôt pour qu'on ait le petit crack que vous entendez quand vous cassez vos yaourts, c'est du polystyrène. Il y a d'autres plastiques possibles, mais en France, c'est principalement du polystyrène. Et donc, aujourd'hui, on met, nous, par exemple, extension de la consigne de tri, ça veut dire qu'on peut partout mettre ces pots de yaourt dans la poubelle, mais il y a toujours que 4% de ces pots de yaourt qui sont envoyés en Espagne ou en Allemagne pour faire, on ne sait pas trop les recycler, donc on fait des cintres ou on fait des produits bureautiques, des bannettes sur votre bureau, etc. Ou des pots de fleurs. Et en fait, on a 96% de ces pots de yaourt qu'on met dans notre poubelle en pensant, en se disant, moi, je vais dans ma poubelle jaune et je vais effectivement trier et recycler. Mais en fait, à ce jour, c'est pas trier et recycler. On travaille dessus, oui, alors Total, etc. Plus que ça, en fait, c'était plus qu'on travaille. Donc, on a travaillé dessus. Et en fait, c'était justement tout l'enjeu de l'extension des consignes de tri. C'était de se dire, on a des emballages que de toute façon qu'on ne récupère pas parce que ça part dans les ordures ménagères. Mettons-les dans le bac jaune, justement. Ça va nous permettre de massifier ces emballages-là et de pouvoir ensuite aller créer des filières de recyclage dédiées. Et donc, c'est ce qui vient d'être annoncé là depuis depuis décembre 2022. C'est bien la création d'une filière de recyclage des yaourts en polystyrène. Et alors, ils vont où justement? Ils vont dans l'usine? Alors, donc ça a été annoncé. Donc, on va garder l'usine espagnole, notamment Eslava, qui va recycler toujours mécaniquement une partie des pots de yaourt en polystyrène. Pour donc décycler. Alors, on parle de décycler ou sous-cycler le polystyrène dans ce genre de produit. En fait, pour remplacer. Nous, on ne parle pas de décyclage. Pourquoi? Enfin, pas dans ce cas-là en tout cas. C'est parce que on vient remplacer la même matière vierge. Donc ça veut dire mais c'est pas un pot de yaourt qui va redonner un pot de yaourt en contact alimentaire. Ça, on est bien d'accord. Donc un usage différent. Mais où on remplace même du polystyrène vierge dans d'autres applications. Et puis le reste, donc 70%, partira chez un recycleur chimique, Endeavour, et donc qui va permettre de recycler et là de retourner dans l'emballage et dans le pot de yaourt. Et qui partira où? Donc Endeavour, ils seront où? Endeavour, excusez-moi, à chaque fois je fais une erreur. Ils sont, voilà, tout à fait, oui, en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc en fait, vous voyez que le plastique, en fait, quand on parle de recyclage, on se dit que ça voyage pas trop, mais en fait, rien votre pot de yaourt, si vous mangez du yaourt, je ne sais pas, va faire un grand trajet. Il va aller à votre centre de tri, va ensuite aller en Espagne pour éventuellement le récupérer en partie. Et éventuellement repartir en Belgique. Et alors non, c'est pas dans ce sens-là. Alors, il sera dispersé avant. Alors quand on est à Lille, parfois aller en Belgique c'est plus court que d'aller. On est d'accord, mais il y en aura aussi de Marseille qui iront peut-être à l'un ou à l'autre. Tout dépend, ça c'est. Mais on voilà, en tout cas, ce qu'il faut juste, en tout cas, ça montre, ça illustre que le recyclage c'est pas systématiquement toujours un gain, parce qu'on va aussi avoir une empreinte carbone du transport, etc. Le recyclage est évidemment un gain. Aujourd'hui, le fait de recycler... Alors, un gain par rapport à quoi, en fait? Donc, oui, j'y arrive. Aujourd'hui, quand on a un taux de recyclage donc, sur l'ensemble des emballages ménagers, si je sors un peu du plastique, sur l'ensemble des emballages ménagers, on a un taux de recyclage moyen de 72%. Ce 72% de taux de recyclage, ça permet d'éviter 2,2 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année. C'est bien en prenant en compte le transport, évidemment, jusqu'au centre de tri, jusqu'aux lignes de recyclage, etc. 2,2 millions de tonnes. C'est 1 million de voitures en moins sur les routes. Donc c'est pas du tout négligeable. En fait, ça ne vient pas rajouter un impact. Alors je pense que c'est là, mais on va tomber dans les présentations qui vont être après. Si on avait tout simplement une consigne ou si on n'avait pas d'emballage jetable, mais des emballages réutilisables, on éviterait
certaines de ces empreintes. Bien sûr, et ça dépend des cas de figure. En fait, Voilà, ça non, mais en dépend. tout cas, Je pense que l'ADEME pourra très bien en parler. c'est bien En fait, sûr une tout possibilité, dépend tout à du fait. système justement de réemploi qui est mis en place. Si c'est un système local, C'est ça. extrêmement proche, il y a très peu de transport, oui, bien sûr. Si en revanche, pareil, vous avez consommé à Lille, mais il faut ramener l'emballage puis qu'il soit nettoyé, re-rempli à Marseille. Bien sûr, on est tout à fait c'est plus d'accord. intéressant. Bien sûr. D'où l'importance d'avoir une Ouais, combinaison allez-y, de différents leviers. Oui, je pense que ce qui est important, c'est de pointer du doigt qu'on est vraiment dans une analyse systémique du système et qu'on ne peut pas avoir un avis manichéen, tranché, de dire c'est plus, c'est moins, enfin, c'est que la consigne, c'est que le réemploi, le recyclage, c'est... Voilà. Il faut regarder quel type de recyclage, parce que quand on parle de recyclage mécanique ou de recyclage chimique, eh ben, c'est pas du tout la même empreinte environnementale. Même quand on parle de recyclage chimique, à l'intérieur du recyclage chimique, suivant la façon dont on va chauffer, par exemple, notre pyrolyseur et ce qui va rentrer dans le pyrolyseur, si c'est du bois pour chauffer ou une autre source d'énergie, ben, c'est pas la même empreinte. Et ce que je voulais pointer du doigt, c'est que vraiment, à l'ADEME, nous accompagnons les fabricants là-dessus. Et qu'on regarde l'effet du système, c'est-à-dire qu'on va accompagner sur des solutions qui vont être au final moins impactantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas financer des choses où il y a un risque que ce soit plus impactant. Et c'est important de dire que ce n'est pas manichéen. Donc Célia Renesson pour le réseau VRAC. Oui, là, je voulais rebondir et effectivement il faut le penser systémique, mais il faut surtout se dire qu'à partir du moment où on a ces chiffres et qu'on en est conscient, d'essayer de se dire, en prenant en compte la hiérarchie du traitement des modes des déchets, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour réduire et pas seulement se dire, je substitue par un autre emballage jetable parce que c'est pas du plastique et on reprélève des matières et on a en fait quelque chose de linéaire. Et je pense que il faut vraiment changer de braquet. Prendre dans la globalité, je suis d'accord, parce qu'il y aura du vrac, il y aura du réemploi, il y aura encore de l'usage unique. Et il faut que cette part d'usage unique, elle se réduise et qu'elle soit recyclable et qu'elle soit le moins néfaste possible avec les 3 S dont vous avez parlé, que je partage tout à fait. Et c'est ça qui doit être pris en compte, je pense, dans cette formation et avec cette vision que chacun des acteurs, des agents publics, doivent avoir en ressortant. Et ce qui va être important, je pense, c'est bien que chaque entreprise puisse identifier pour son cas particulier quelle va être sa meilleure solution. C'est pour ça qu'on met notamment à disposition des outils, donc BI par exemple, qui permet de faire des ACV, des analyses de cycle de vie un peu simplifiées sur les emballages, mais parce qu'en fait, chaque cas de figure est différent, et donc chaque entreprise a la main sur comment moi je réduis, quelle est ma meilleure solution. Est-ce qu'effectivement ça va être le vrac à un moment donné? Est-ce que ça va être le réemploi? En fonction de là où sont mes usines, de où sont mes consommateurs, de comment est-ce qu'ils consomment, où sont mes canaux de distribution. Tout ça en fait impacte l'impact environnemental de l'emballage ou du produit emballé. Et donc il faut prendre ça en compte et chacun est le seul à savoir exactement quel est son cas et quelle va être la meilleure solution pour lui. Alors, est-ce qu'on a des questions de l'auditoire? Parce que je ne les vois pas. En tout cas, moi, je ne peux pas les voir sur la tablette qu'on m'a donnée. Donc, est-ce que, éventuellement, Alan, est-ce que vous auriez des questions à me donner? Parce que je ne les vois pas. Alors, des questions nombreuses. Déjà, les impacts environnementaux du recyclage, quels sont-ils? Ok, alors on va tout simplement prendre cette question-là. Sur les impacts environnementaux du recyclage, est-ce qu'on a, on a plusieurs, effectivement, on a vu plusieurs points. Peut-être voir l'ADEME, parce qu'on a effectivement l'industrie, mais est-ce que l'ADEME peut juste nous donner quelques points des impacts environnementaux du recyclage? Alors oui, bien sûr c'est l'impact CO2 qui est l'impact majeur, mais vous avez, quand vous regardez tous les impacts qui sortent dans l'analyse de cycle de vie, ils sont tous pointés puisque le recyclage c'est une activité industrielle. Donc voilà. Après, en fait, j'ai du mal à avoir une réponse générique sur les impacts du recyclage en tant que tel, parce que ça dépend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de quels matériaux on recycle et de la techno utilisée. Ce qu'il faut pointer, c'est pour le plastique en tout cas, entre le recyclage mécanique et le recyclage chimique. Effectivement, il y a sur le recyclage chimique un besoin en énergie très important qui va globalement faire un impact environnemental plus important
que sur le recyclage mécanique. Mais voilà, c'est un peu manichéen ce que je dis là, encore une fois, mais c'est les ordres de grandeur qu'il faut retenir. Et Juliette, Juliette, allez-y. pour vulgariser un peu les enjeux, en fait, quand on parle d'impact environnemental, il faut savoir ce à quoi on compare. En fait, la vraie question, c'est, ça a été abordé, est-ce que ce produit ou cet emballage était nécessaire ? Et donc il y a l'éco-conception, mais même avant l'éco-conception, et là quand même on parle à des agents de la fonction publique, heureusement il y a eu dans la loi AGEC des interdictions de produits. Donc si on compare l'impact environnemental d'un produit qui n'est pas produit avec un produit qui est recyclé, il vaut mieux ne pas le produire. Si on compare l'impact environnemental d'un produit qui est recyclé entre un produit qui est réparé, réutilisé, réemployé, il vaut mieux réparer, réutiliser, réemployer. Et on a de la chance parce que c'est dans le code de l'environnement et c'est la législation européenne. Après, est-ce qu'il vaut mieux recycler plutôt que d'incinérer, c'est-à-dire de brûler ou de mettre en décharge ? Eh bien oui, il vaut mieux recycler. Donc en fait, quand on parle d'impact environnemental, je pense qu'il faut essayer de sortir des chiffres. Alors il y a l'eau, il y a la terre, il y a la biodiversité, il y a les animaux, il y a les êtres vivants, il y a le court terme, il y a le long terme, il y a la production, il y a l'extraction de ressources. C'est très technique, c'est très compliqué. Il faut un peu revenir à la base et de se dire, effectivement, ça a été rappelé en introduction, ça fait seulement quelques décennies qu'il y a eu de millions de nouveaux usages, de nouveaux produits. Donc sans rentrer dans des débats entre l'écologie pragmatique ou idéologique, c'est un mode de vie qui n'est pas soutenable. Il y a une étude qui était assez intéressante qui venait d'Amérique du Nord qui disait il y a quelques années que entre l'émotion positive donnée par le recyclage et l'émotion négative du gaspillage. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se sentent tellement... ils ont tellement l'impression de faire une bonne action quand ils achètent un emballage recyclable, quand ils voient écrit recyclable sur, admettons, leur paquet de riz, etc., qu'ils vont plutôt dire « Ah, mais super, je fais un geste pour la planète » et donc ils vont acheter plutôt 2 paquets, 3 paquets de ce, admettons, de ce riz, en l'occurrence, qui était avec ses paquets recyclables et micro-ondables, plutôt que de se dire... et donc, l'émotion positive du recyclage était plus forte que l'émotion négative du gaspillage. Ils arrivaient à consommer plus, à gaspiller plus, tout simplement parce qu'il y avait ce mot recyclage. Donc il faut aussi... cette étude est très intéressante. Oui, je veux bien la lire parce que malheureusement, vraiment j'adorerais que l'aspect recyclable ait autant d'impact sur le consommateur parce que nous, malheureusement, on voit beaucoup d'emballages éco-conçus. C'est-à-dire on a basculé d'un emballage plus lourd, non recyclable, à des solutions justement plus légères, recyclables, parfois sans plastique, etc., où au final la part de marché chute de 20%, alors même qu'il y a marqué recyclable alors que l'autre ne l'était pas, etc. Ah bah ça dépend, en tout cas, il y a du c'est pour déclaratif, montrer que ça existe. et puis au moment de l'acte d'achat, on est tous en fait, on redevient tous consommateurs. On fait nos courses en quelques secondes, en quelques minutes, on vient se servir. Et en fait, c'est là où on voit qu'il y a une vraie différence entre l'action et puis à un moment donné, ce qu'on aurait envie de faire, ce qu'on déclare avoir envie de faire et le réel. C'est Léa Redesson du réseau VRAC, vous répondre. Allez-y. Et c'était pour rebondir en prenant en compte cette étude et ce qu'a dit Juliette. L'idée qui me vient tout de suite, c'est qu'effectivement, il faudrait que ce fabricant qui propose son riz dans un emballage en plastique recyclable le propose aussi dans un emballage consigné ou en vrac et indique sur son emballage il est recyclable, mais pensez à aller l'acheter au rayon vrac ou dans un emballage consigné, ça sera 100, 200 fois mieux pour la planète. Et en fait, c'est ça qu'on devrait, parce qu'effectivement, dire il est recyclable, mais par rapport à quoi ? Et en fait, juste le geste de pouvoir l'acheter dans son propre contenant, qu'on ne va pas jeter, qui sera un sac en tissu, qui sera un bocal en verre, et donc en plus on n'aura pas le plastique, sera évidemment mieux. Et c'est la partie réutilisation, réemploi. Donc on pourrait, ne serait-ce que ça, au moment de l'acte d'achat, avoir des allégations qui permettent aux consommateurs de faire un choix véritablement éclairé. Alors, je me permets, parce que je viens de retrouver une petite tablette avec vos questions, donc je vous promets je vais venir très rapidement les balayer. On a parlé de 30% de taux de recyclage ou taux de collecte, c'était de 30% de taux de collecte pour être recyclé. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, les taux de recyclage, tels que calculés par l'ADEME, c'est bien des taux en fait, de collecte, c'est entrée recycleur. On ne prend pas en compte les rendements recyclage, mais ça va changer maintenant avec la nouvelle réglementation européenne. D'accord. Donc la méthodologie de calcul va évoluer. Après, on peut donner des ordres de grandeur. Enfin, le premier graphique là, que j'ai donné au démarrage, où on se dit il y a en gros 5 millions de tonnes de résine vierge consommées pour faire tous les produits, emballage et autres, et au final 600 000 tonnes régénérées. Voilà, ça donne des ordres de grandeur.
Autre question, qui produit le plus de déchets plastiques, individus ou industrie? Ça, c'est assez intéressant parce que là, on parle beaucoup des individus, de l'emballage plastique des ménages, mais c'est aussi beaucoup l'industrie parce qu'on a quand même beaucoup... C'est moitié-moitié. Et puis, quand on parle de déchets plastiques, on parle pas... Là, on parle des emballages, mais la question, c'est sur les déchets plastiques. Ah oui, d'accord. Et déchets plastiques, l'industrie, effectivement, l'automobile, la construction consomme énormément de plastique. Dans une voiture, vous avez 300 kg de plastique. Peu ou prou. L'emballage, c'est 40%. Voilà, donc on a ces points importants. Moi, je veux bien rapidement deux choses. Et une chose, il faut faire très attention parce que le plastique, c'est très léger. Tout et à donc, fait. on parle de poids. Et il vaut mieux parler de nombre de produits. Parce que sinon, c'est sous-représenté dans l'ensemble des déchets. Deuxième petite remarque, quand on parle des déchets des ménages, en fait, c'est des choses qu'ils ont achetées de l'industrie. Donc, je veux dire, on peut parler de la répartition de où on trouve les déchets. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des citoyens. La responsabilité, elle est des industriels dans leur mise sur le marché, dans leur production. Finalement, j'ai envie de dire, quelle que soit la poubelle dans laquelle on retrouve. Même si c'est des filières différentes, c'est des enjeux différents, c'est le principe de pollueur-payeur. C'est les industriels qui produisent du plastique, que ce soit ceux qui produisent le plastique pour les emballages ou ceux qui emballent leurs produits d'emballage. Oui, mais il ne faut pas se dédouaner chacun individuellement et se dire, du coup, c'est lui qui est responsable, moi je fais rien. Il y a une hiérarchie de la responsabilité. Bien sûr, mais tout le monde est responsable à un moment donné de ce qu'il fait. Oui. Alors on va essayer d'être on va rester factuel pour pouvoir aller au bout de ces 2 heures. Je reviens justement sur les 20 pays. Vous parlez des 20 pays qui produisent 83% de la pollution plastique, qui sont des pays d'Asie du Sud-Est, j'imagine, dans ce que ça dépend. Il y a des pays d'Afrique, il y a des pays d'Asie du Sud-Est, il y a les États-Unis qui sont en dernière position. Ce que moi je voulais compléter par rapport à ça, c'est quand même on a beaucoup des plastiques occidentaux, américains, etc., qui sont dans ces pays-là. Donc certes, ils ont de mauvais systèmes de gestion des déchets, mais c'est beaucoup des déchets. Quand on va dans les décharges, on voit beaucoup, on a des de marques françaises, on va dire, on a des yachts français et autres qui sont présents là-bas aussi, qu'on a aussi nos déchets, et que les principales compagnies, on a des compagnies chinoises, etc., mais les fabricants de ces emballages sont principalement des grandes entreprises mondiales, plutôt occidentales. Voilà. Alors, ça, juste attention, je reviens juste là-dessus. En ce qui concerne l'emballage ménager français, il n'est pas envoyé au grand export. Il ne se retrouvera pas en Asie du Sud-Est. C'est pour ça que je dis ménager. C'est ça que je dis ménager. Aujourd'hui, au Citeo, on trace l'ensemble des flux entre ce qui va être justement collecté via le bac jaune, ce qui va être acheminé dans les centres de tri, ce qui va être ensuite recyclé. On a 80% à peu près des emballages qui sont recyclés en France. Le reste est recyclé en Europe. Et on a 1% qui part pour être recyclé, ce qu'on appelle au grand export, mais qui est en fait la Turquie, dans les mêmes conditions que le recyclage européen. Et alors comment se fait-il qu'on trouve encore des emballages par exemple C'est du non ménager certainement, il y a peut-être d'autres choses. Non, il y a vraiment des barres de, je ne vais pas dire des barres de Mars, mais oui, des mais barres, en fait, le ménager, ça ne veut pas forcément dire, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est géré par des privés. C'est ce que vous consommez par exemple ici, si on avait une barre de Mars, là ici, c'est du déchet industriel, c'est pas du ménager, parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas celui du ménage, qui n'est pas celui du foyer. Donc, et c'est bien ça que la REP permet aussi, cette traçabilité en fait. Il n'y a pas de REP aujourd'hui sur les emballages industriels et commerciaux. Donc on n'a pas cette traçabilité qui est gérée. Bientôt, elle arrivera en 2025, effectivement, heureusement. Et donc aujourd'hui, sur le ménager, nous, on peut vraiment vous dire exactement qui recycle quoi, quel tonnage et où se retrouve chaque emballage ménager. Enfin, chaque emballage, on s'entend. Qui sont les recycleurs principaux en France ? Alors sur les emballages plastiques, je vous invite à aller voir le site du SRP, le syndicat des régénérateurs plastiques. Et alors oui, recycleurs, on dit en fait dans le monde de l'industrie, on dit les régénérateurs et non pas les recycleurs. Mais c'est ça, voilà, les régénérateurs. Et donc voilà, allez voir sur le site, il y a la liste des recycleurs en France avec les usines en France. Peut-être une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet sur les flux de plastique qui vont alimenter nos usines de recyclage. On essaye d'avoir une vision de ça et de voir comment ça va augmenter parce que finalement, on est en train de construire des usines de recyclage. Il faut être sûr qu'on va réussir à les alimenter avec du plastique qu'on va collecter. Il y a un sujet. Alors c'est pour ça on parle effectivement, vous avez parlé de gisement tout à l'heure et en fait c'est là qu'on voit le plastique devient une valeur. Alors c'est avec à la fois pour recycler il faut beaucoup de matière. Donc, pour que ce soit efficace et intéressant, c'est aussi le problème, parce que du coup, ça veut dire que pour recycler, on a finalement besoin d'une consommation importante. Donc, c'est
comment dire, je ne vais pas réussir à trouver bref, la contradiction dans cette affaire. Et d'ailleurs, par contre, j'ai une question de quelqu'un qui me demande, dans certaines régions, notamment en Normandie, il existe des entreprises avec des filières de recyclage qui acceptent les pots de yaourt. Je ne pense pas qu'il soit... alors pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma question. Je ne pense pas qu'il soit transféré à l'étranger. Est-ce qu'on recycle du pot de yaourt en France ? Alors aujourd'hui en PS non, mais il y a d'autres matières. En polystyrène donc, en PS, parce que dans le milieu du plastique c'est du PS, il y a des du pots de PE. yaourt dans d'autres matières, parce qu'on a des pots de yaourt en PET, on a des pots de yaourt en polypropylène. Donc peut-être qu'effectivement ce sont des pots de yaourt qui ne sont pas en polystyrène, c'est la majorité en France, mais il y a effectivement d'autres... Regardez, tournez vos pots de yaourt. Notamment en fait, sont en général en polypropylène, peut-être en PP, pour répondre à la question de cette personne. Et là c'est recyclé en France, tout à fait. Alors je pense je vais arrêter pour les questions. Alors, et je reviens juste sur la contradiction, du coup. En fait, les recycleurs et les metteurs sur le marché ne sont pas les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas de... Donc, les metteurs sur le marché, ça admettons, Danone avec sa yaourt, mais moi, il etc. faut que vous produisiez toujours plus, sinon je bien ne sûr. C'est pas... Il y a des mises en marché, on les gère, enfin voilà. Non, mais c'est sur le principe, c'est le système. Donc, on ne dit pas que c'est les mêmes, bien sûr, mais c'est le système, en fait. C'est le système qui est en place. C'est pas contradictoire, je veux dire, chacun... Non, mais je parle au niveau systémique, en fait. Je ne parlais pas au niveau des entreprises précisément. J'ai juste une question. Oui, Célia. Peut-être, est-ce qu'il y a aujourd'hui des usines de recyclage qui tournent à plein régime et d'autres qui tournent à bas régime ? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu saturés et d'autres pas du tout ? Peut-être que c'est l'ADEME qui peut répondre. Alors, pas à ma connaissance, là, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On a beaucoup plus aujourd'hui en France d'usines de recyclage mécanique que chimique. Donc aujourd'hui, c'est OK. Le flux, enfin, il n'y a pas d'usine qui tourne à bas régime, par exemple. Demain, en tout cas, il va y avoir de nouvelles usines qui vont être construites, notamment sur du recyclage chimique. Il y a un sujet, on fait attention à ce que ces usines soient suffisamment alimentées. Ces usines, elles vont avoir des fortes capacités parce que c'est des grosses usines, en fait, sur du recyclage chimique. Là, on va vraiment sur de la grosse industrie. Et elles sont rentables que pour une quantité assez importante. Et donc, du coup, il y a un sujet d'être sûr que ça va être alimenté et de préférence par des gisements français. Alors, 2 questions là-dessus. Alors, je pense qu'on va... Je veux bien qu'on repose cette question sur le recyclage sur la fin, tout simplement parce qu'on avance dans l'heure et on a encore 3 présentations. Donc, je préfère si on a du temps à la fin, bien sûr, on revient là-dessus. Surtout que j'ai une question, justement, attention, le vrac a une face cachée, me parle-t-on. On va élaborer, justement, sur le vrac. Dans quelques minutes, vous aurez vos réponses sur le vrac, j'espère, en tout cas. Donc, on a parlé pas mal du recyclage, qui est une des solutions, effectivement. L'essentiel, malgré tout, on l'a compris, s'il faut continuer à trier, c'est de ne pas arriver à sa poubelle de tri, ça veut dire de ne pas avoir l'emballage, que si on en emballage, bien sûr, on va essayer de le trier et de le recycler, etc. C'est essentiel. On peut aller faire ses courses, et si on peut, et donc voilà, donc le but en tout cas, donc ça a un sens. Le tri et le recyclage ont un sens, etc. Avec tout ce qu'on a vu, les limites et les bienfaits du recyclage. Et il faut, le but, c'est d'avoir d'autres solutions, et d'autres solutions existent. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de notre table ronde. Et je vais donner la parole à Juliette, qu'on a déjà un petit peu entendue. Donc Juliette Franquet, directrice de Zero Waste France, Zero Waste, donc zéro déchet, qui est une ONG au niveau international avec la déclinaison française. Et Juliette, je vous laisse la main pour parler du zéro déchet. Parfait. Alors moi, j'ai 10 à 12 minutes. Et j'ai pas préparé de présentation. Je vous arrêterai, Juliette. Donc, Zero Waste France, nous, effectivement, on est une ONG citoyenne française, membre de coalition internationale et avec un réseau de groupes locaux qui sont installés à travers toute la France, de citoyens qui sont militants pour réduire les déchets, notamment les déchets plastiques. Moi, ce sur quoi je voulais revenir, parce que du coup, on a beaucoup parlé du recyclage, et effectivement, le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans un débat, mais effectivement, nous, notre position, c'est de mettre en avant les leviers pour réduire la pollution plastique grâce à la réduction et grâce au réemploi, qui sont les 2 solutions dans la hiérarchie des modes de traitement avant le recyclage. Même s'il n'y a pas d'opposition, il y a quand même une question aujourd'hui, et on est ici au ministère des Finances, de quelles sont les filières d'avenir dans lesquelles on veut investir et dans lesquelles les pouvoirs publics pourraient aider en créant un cadre réglementaire, en changeant la commande publique, en aidant les alternatives. Donc là, je rentre directement dans le cœur du sujet. Je vais commencer par les actions individuelles quand même, parce que du coup, nous, on représente 4000 citoyens qui sont adhérents de notre association, mais aussi, on le voit aujourd'hui, on parle beaucoup plus du plastique qu'il y a encore 5 ans et encore plus qu'il y a 10 ans.
On voit qu'il y a une prise de conscience des citoyens. On voit ils entendent tous les chiffres qu'on a évoqués là et ils se disent que pour eux, pour leur santé, pour l'environnement, pour leurs enfants, il faut essayer de réduire le plastique. Par contre, on voit effectivement un décalage entre cette prise de conscience et le changement d'acte d'achat. On le voit pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les alternatives, elles sont moins accessibles. Elles sont parfois plus chères, elles sont parfois plus loin, elles sont parfois moins informées. Donc effectivement, le levier pour réduire la pollution plastique, c'est que les citoyens et les citoyennes consomment moins de plastique. Mais pour nous, il faut un changement de paradigme structurel et il faut du coup réfléchir à dans quelle société on veut vivre demain, dans 10 ans et dans 20 ans, pour un peu repenser tout ce qui s'est passé seulement depuis les années 50 et le grand développement de la société de consommation et du tout jetable. Et c'est vrai qu'il y a 2 sujets. Il y a le plastique à usage unique. Et le problème du plastique, il est dû, ça a été évoqué, à son impact environnemental dû à la production. Donc quoi qu'on fasse, le plastique, c'est un matériau qui est très polluant. Et ensuite, c'est l'usage unique, c'est catastrophique en fait. Et il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à l'histoire de l'humanité. Ça fait seulement quelques décennies qu'on a des poubelles qui explosent. Donc je ne veux pas passer pour celle qui veut revenir en arrière et vivre à la bougie, etc. Et c'est pas du tout notre positionnement. Mais il y a quand même des questions stratégiques qu'il faut se poser aujourd'hui, de savoir comment on peut faire pour justement accompagner ces citoyens qui souhaitent ce changement. Citoyens en tant qu'électeurs, en tant que consommateurs, en tant que travailleurs. Enfin, on est en train de vivre une révolution culturelle, mais justement, il faut aller vite pour que les actes d'achat puissent changer, parce que sinon, il va y avoir une distance entre la volonté de changer et la possibilité de changer. Et donc, pour ça, c'est quoi les leviers pour réduire la pollution plastique ? C'est la réglementation. Donc, on a eu une petite présentation de la loi AGEC. Donc, désolée pour les acronymes, mais il y a eu beaucoup de lois au niveau européen, au niveau français, pour inciter et même obliger à réduire. Donc, il y a eu des avancées très importantes. Par exemple, les emballages en plastique de fruits et légumes. Ça, c'est vraiment un emballage. Alors, on sait qu'il y a plein d'industriels qui ont défendu leurs intérêts et on sait, et ça a été dit aussi, que le plastique a plein d'avantages. C'est très léger, c'est très technique, ça permet de garder les produits frais, etc. Mais la loi AGEC a quand même permis de mettre sur la table le fait qu'on voulait plus de plastique sur nos fruits et légumes. Alors j'aimerais quand même rappeler que là, il y a eu beaucoup d'intérêts industriels qui se sont soulevés parce que ça leur demande de changer de modèle. Et c'est difficile pour eux, et on veut bien l'entendre, mais nous, en tant que citoyenne, on est là pour l'intérêt général, donc on n'est pas là pour savoir quel acteur va s'en sortir ou pas. On est là pour qu'il y ait moins de déchets plastiques. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est continuer d'avoir des réglementations et qui soient contraignantes, parce que si c'est du volontariat, eh ben, il y aura toujours des contextes. On est en crise d'inflation aujourd'hui, on est en crise énergétique. Moi, mon rôle en tant qu'ONG citoyenne, c'est pas de dire est-ce que cette raison est valable ou pas valable pour changer plus rapidement, pour réduire la pollution plastique. Moi, mon rôle, c'est de dire attention, on continue à polluer, à polluer, à polluer. Il faut radicalement changer les modes de production et très rapidement. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des filières d'avenir qui soient créées, qui soient stables, avec des réglementations qui soient obligatoires, avec des décrets qui soient très spécifiques de quoi on parle. Quand on parle de plastique, est-ce qu'on parle du poids des plastiques ? Est-ce qu'on parle du nombre de plastiques ? Quand on parle de plastique, est-ce qu'on parle de microplastique ? Est-ce qu'on parle de nanoplastique ? Est-ce qu'on parle de plastique dans les océans en fin de course ? Est-ce qu'on parle de l'extraction d'énergie fossile pour créer le plastique ? Et en fait, ça paraît technique, mais en fait, pour nous, c'est aussi un sujet politique. Parce que la manière dont on va créer ces lois, ça va donner des signaux aux acteurs économiques qui vont devoir se réorganiser. De toute manière, c'est inéluctable. Tout le monde va devoir se réorganiser parce que la catastrophe écologique est là. La question, c'est comment ces réglementations sont faites à la base en projet de loi, comment les décrets sont écrits et sont spécifiques, comment il y a un suivi des lois. Malheureusement, par exemple, il y a une loi, et vous l'avez cité, sur la vaisselle réutilisable dans les fast-foods. On a fait une enquête terrain en début d'année. On est allé dans 300 établissements. Il y en a plus de la moitié qui ne respectent pas la loi. On entend, c'est l'inflation, c'est la crise énergétique, etc. Nous, c'est pas notre rôle de comprendre les raisons du retard. C'est de dire, il y a une loi, elle a été débattue en 2019. Vous aviez le temps de vous préparer. Oui, ça demande des investissements.
Alors maintenant, comment on fait? Effectivement, il faut accompagner les acteurs industriels, il faut aussi accompagner les collectivités locales qui ont besoin aussi d'être accompagnées sur ces sujets-là. Il faut aussi voir s'il n'y a pas des choses sur la fiscalité. Nous, on a travaillé sur le projet de loi de finances en fin d'année, donc je profite de ce moment-là pour le rappeler. On fait des propositions pour réduire la fiscalité sur la réparation, pour augmenter la fiscalité sur l'usage unique. Il y a un cadre communautaire européen, mais il y a des choses qui sont possibles. Et ça, c'est vraiment des vrais leviers qui permettraient de réduire la pollution plastique à court, moyen et long terme. Et ensuite, il y a le soutien des filières. Donc là, j'ai beaucoup tapé sur les industriels, c'est mon rôle aussi. Mais il y a aussi des industriels qui essayent de changer. Et il leur faut des signaux clairs. Et par exemple, la commande publique est très importante. C'est un levier qui est primordial pour réduire la pollution plastique. Si demain, dans tous les ministères et dans toutes les collectivités locales, il y avait moins d'emballage plastique, mais pas que d'emballage, on l'a vu, ça représente un volume et un poids important. Mais en fait, le plastique, il est partout dans nos vies. Donc si il y a des choses qui sont en train de faire dans les ministères, je suis pas en train d'attaquer tout le monde en même temps, mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et la commande publique, c'est un levier qui est primordial pour faire bouger les acteurs, et il faut que ça aille beaucoup plus vite. Les subventions, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition entre le réemploi et le recyclage, mais pourtant, il y a de l'argent public à distribuer, on sait qu'on n'en a pas beaucoup, et nous, du coup, on regrette qu'il n'y ait pas assez d'argent qui aille à la réparation et au réemploi, et qui aille plutôt au recyclage. On ne dit pas que le recyclage, c'est une mauvaise idée, mais on dit que le réemploi et la réparation, c'est encore mieux pour réduire la pollution plastique, et c'est des secteurs dans lesquels on manque cruellement d'argent. Donc il faut des subventions d'investissement. Par exemple, dans la consigne pour emploi, il nous faut des laveuses. Et pour que ça soit bon pour l'environnement, il faut qu'il y ait des laveuses partout en France. Donc, consigne pour emploi, ça veut dire par exemple des bouteilles en verre et qui ont besoin, ou des pots de confiture qui seraient en verre, qui seraient réutilisés. Exactement. On a besoin de laveuses d'entreprises qui les récupèrent, qui les lavent dans des circuits locaux, pas très loin pour qu'il n'y ait pas beaucoup de transport parce que c'est lourd du verre. Exactement. Et qui puissent... Exactement. Alors j'en profite juste parce que c'est peut-être le moment, mais pour rappeler qu'on a vraiment une enveloppe disponible de 50 millions d'euros justement pour financer des projets de réemploi. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter parce que c'est de l'argent qui est là justement et donc pour être utilisé. Je dis pas que rien n'est fait, mais j'alerte sur le fait que c'est pas assez qui est fait et que du coup, effectivement, il y a des sujets qui sont politiques et qui sont plus techniques, à savoir est-ce qu'on va mettre 3 milliards d'euros pour le recyclage chimique ou pour le réemploi. C'est ça les questions d'aujourd'hui. Et donc, c'est pas où. C'est-à-dire qu'à l'ADEME également, il y a de l'argent pour les deux. Voilà. Mais il y en a plus pas en quand quantité. même. Pas encore. Non, c'est pas. Non, parce que en effet, les projets industriels sont beaucoup plus chers que la réparation, mais on l'aide pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes besoins aussi. On va laisser Juliette. Ouais. Non, mais bon, en plus, comme j'ai pas fait de présentation, je me dis plus sur ce qui a été dit avant, donc je sais pas combien de temps il me reste, du coup. 2 minutes. 2 minutes. Après, je voulais revenir un peu sur les filières REP, et encore une fois, revenir sur le principe des filières REP qui est très bon, c'est les pollueurs qui doivent payer les pollutions. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière, parce que on parle d'actualité économique. Le coût de la gestion des déchets, c'est 20 milliards d'euros par an. Et il y a vraiment un problème dans la compréhension économique de la problématique des pollutions. On parle que du long terme. Alors les arguments écologiques sont bien entendu primordiaux, mais par contre le coût financier, il est énorme et c'est de la poche des citoyens. C'est 20 milliards d'euros, donc une partie les collectivités locales, donc les citoyens, une partie les industriels, donc les citoyens. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des visions comptables court-termistes qui font qu'une collectivité même qui a une ambition et qui veut lancer un projet, il faut qu'elle investisse, et ben ça ne rentre pas dans ses lignes comptables. Donc il y a un sujet, un levier pour réduire la pollution plastique aussi, c'est de pouvoir voir plus sur le long terme, de pouvoir plus investir, de pouvoir plus prioriser l'argent dans les solutions qui permettent vraiment de réduire la pollution plastique, voire la production de plastique en entier. Et sur les filières REP notamment, mais là on va rentrer dans des débats un peu techniques, mais effectivement le but c'est de dire quand un industriel met un produit sur le marché, il va avoir un bonus ou un malus en fonction de la pollution que son produit aura.
Et encore une fois, on a parlé beaucoup d'emballages, mais c'est pas que les emballages, même si c'est très important les emballages et c'est le plus concret. Mais en fait, le plastique, il est vraiment partout dans notre vie du quotidien. Pardon. De fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les éco-modulations. Elles sont pas très incitatives, enfin en tout cas à notre sens. Les éco-modulations, C'est-à-dire, est-ce qu'on paye plus ou moins si on met un produit qui est plus ou moins polluant? Que le metteur sur le marché, donc l'industriel qui va avoir un emballage, Voilà. va être éventuellement payé moins si si jamais il met un emballage qui va être plus facile. Si on a 2 gourdes, et moi je vends cette gourde-là, mais j'ai enlevé tout le plastique, et ben du coup, je vais devoir payer au pot commun de cet éco-organisme moins d'argent. Un peu moins d'argent. Que la gourde de Célia, qui est encore pleine de plastique. Donc ça, c'est des mécanismes incitatifs qui vont au-delà de la réglementation, qui permettent du coup de toucher au porte-monnaie, parce qu'au bout d'un moment, les acteurs industriels, on est dans un monde capitaliste, donc ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, ils veulent faire des profits, et c'est le monde dans lequel on existe. Donc, si on veut qu'ils changent, il faut aller au porte-monnaie. Et le porte-monnaie, c'est ce qu'on appelle du coup éco-modulation, mais en gros, c'est des pseudo-taxes pour favoriser ceux qui changent vraiment et qui vont moins polluer, et du coup punir ceux qui ne changent pas assez rapidement. Et après, j'aimerais revenir à la première pas trop tarder, chose, parce qu'on va ensuite et après je m'interromps ouais. sur la loi AGEC, aussi de vérifier la réglementation. Et aujourd'hui, nous, on est heureux qu'il y ait certaines réglementations où il y a des peines, des amendes, des sanctions, des sanctions qui ont été votées, qui ne sont pas appliquées. Et on comprend, encore une fois, je le répète une dernière fois et je conclus, le contexte d'inflation, de crise énergétique, de crise sociale, on pourrait même parler de crise politique, même si je ne veux pas rentrer dans un autre débat parce que ça va être long. Mais il n'empêche que, je reviens sur les chiffres qui ont été dits au début, il y a une urgence écologique qui fait qu'il faut un changement radical, systémique, tout de suite, et il faut de l'argent, et au final, on perdra moins d'argent à essayer de rattraper l'argent qui est investi dans des solutions qui sont souvent, malheureusement, des fausses bonnes solutions. Ouais, ce que j'appelle les FBI, les fausses bonnes idées. Bon, alors merci, on parlait des industriels qui vont justement penser à changer éventuellement l'éco-modulation. Ça nous amène à Shahinette, qui va nous parler justement d'éco-conception et de bioplastique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution pour sortir un petit peu de ce plastique dont on n'arrive pas à se défaire? D'accord, alors bonjour, merci pour l'invitation. Alors moi, je vais parler des bioplastiques. Donc c'est des plastiques assez particuliers, mais avant de vraiment parler de ces bioplastiques qu'on retrouve des fois dans les commerces, dans les magasins, on en parle souvent aujourd'hui. Il faut peut-être définir ce que c'est qu'un bioplastique. Donc on a plusieurs définitions du bioplastique, on n'a pas une seule définition. Donc ça peut être un plastique biosourcé. Alors c'est quoi un plastique biosourcé? C'est un plastique dont les monomères ou le polymère viennent de la biomasse. Alors la biomasse, ça peut être une biomasse végétale, animale, les algues, les micro-organismes, etc. Donc ça, c'est défini comme étant un bioplastique. C'est un plastique qui contient au moins un matériau biosourcé, c'est-à-dire qu'on peut avoir les plastiques, c'est pas toujours des monoplastiques, donc on peut avoir des plastiques avec des mélanges, des composites, etc. Et si au moins un des matériaux est biosourcé, on appelle ça un bioplastique. Même si on est à côté d'un plastique qui n'est pas biosourcé. Voilà. Et donc après, il y a tous les plastiques qui sont dits biodégradables et compostables. Donc il y a une différence entre biodégradables et compostables, donc on va voir par la suite. Et donc, ces plastiques-là, même s'ils ont une origine pétrosourcée, on appelle ça des bioplastiques. Et puis, on trouve même des définitions de bioplastiques pour les plastiques qui sont utilisés dans le domaine médical, parce que c'est des plastiques qui sont biocompatibles, qui sont tolérés par l'organisme et qui peuvent se dégrader dans l'organisme. Donc, vous voyez que ce terme-là est vraiment un terme un peu parapluie, dans lequel on peut mettre plusieurs plastiques. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, on peut avoir des plastiques qui sont des plastiques conventionnels, comme le PET, le PE, donc le polyéthylène terephthalate ou le polyéthylène, et qui sont d'origine biosourcée, parce que le monomère a été fabriqué par une molécule qui vient du végétal, et on appelle ça un plastique
Donc, on appelle ça un bioplastique. Donc, Et on peut attention à la avoir- définition, il y a une Donc, ombrelle voilà. avec énormément de choses. Donc, La première chose, c'est d'alerter sur cette appellation de bioplastique et ne plus cautionner qu'on appelle les plastiques tout à fait conventionnels comme étant des bioplastiques et peut-être rester dans la catégorie vraiment biosourcés, c'est-à-dire originaires de la biomasse et biodégradables. Et biodégradables aussi dans des conditions assez particulières, pour des conditions naturelles. Et donc ça amène à dire que c'est vraiment cette appellation-là, c'est pas par rapport ni à l'origine ni à la fin de vie, mais c'est selon le cas, on peut appeler ce plastique-là un bioplastique. Alors le marché des bioplastiques aujourd'hui, donc on a des bioplastiques, dont je vais parler juste des bioplastiques biosourcés et biodégradables. donc, En là, 2020, vous parlez uniquement de celles qu'on voyait en haut à voilà, droite, c'est- ceux qui seraient entre guillemets les bons bioplastiques, Voilà. les réels bioplastiques, donc, et biosourcés et biodégradables. Donc, je vais pas parler des bioplastiques qui sont, les plastiques conventionnels biosourcés. Donc là, on a un marché en 2022 qui est de 1,14 million de tonnes, donc avec une production assez importante du PLA. Et en 2027, donc on a une estimation qui va aller de 3,6, 3,5 millions de tonnes de bioplastiques. Donc là, il y a une augmentation qui est assez importante, mais par contre, ça reste assez restreint par rapport au plastique conventionnel. Donc là, ça représente à peu près 1% de la production du plastique conventionnel. Alors bien sûr, c'est à cause du prix de ces bioplastiques-là, c'est à cause de la technologie qui n'est pas aussi mature que la technologie du plastique conventionnel, mais on retrouve quand même certains de ces plastiques sur le marché, donc par exemple le PLA, donc le polylactique acide, on le retrouve aussi on le retrouve beaucoup dans les filaments d'impression 3D, on le retrouve dans les emballages, on le retrouve dans le domaine médical. On trouve aussi des mélanges entre les amidons, les sacs qu'on retrouve dans les supermarchés pour emballer les fruits et légumes. Donc on trouve des mélanges d'amidon et d'un autre plastique qui, lui, n'est pas biosourcé, le PBAT. Donc on peut retrouver ce genre de matériaux. Et puis on a aussi un polymère sur lequel nous on travaille beaucoup, c'est les PHA, donc c'est les polyhydroxyalcanoates, qui là, ils sont pas vraiment beaucoup produits à cause du prix justement, mais qui eux sont Issus des algues. Pas forcément, exemple. ils sont Ouais. issus Est-ce qu'on peut expliquer de biomasse, Ouais. différentes biomasses, et qui sont produits par des bactéries. Donc tout le polymère est produit par la bactérie et qui, lui, est biodégradable. Et donc justement, en parlant de la biodégradabilité de ces bioplastiques, donc on a une définition de la biodégradabilité, c'est-à-dire qu'un plastique biodégradable, c'est un plastique qui va être utilisé par des micro-organismes comme source d'aliments. Ces micro-organismes donc vont le dégrader, et en le dégradant, ils vont le minéraliser, c'est-à-dire le transformer en gaz, qui sont le CO2, la vapeur d'eau et le méthane, selon les conditions, et puis en biomasse. Donc on trouve cette définition-là. Par contre, dans beaucoup de définitions, on ne trouve pas la durée que devrait prendre cette dégradation et dans quelles conditions ça devrait se faire. Par exemple, si on prend un plastique qui est dégradé dans un compost industriel, il ne l'est pas forcément dans le sol ou dans le milieu marin. Donc dire que ce plastique-là est un plastique biodégradable, c'est un peu faux, c'est un peu délicat, parce que il ne faut pas dire par exemple que le PLA, qui est le polylactique acide, est biodégradable, parce que il est dégradable que dans le compost industriel. Ça veut dire à Il une ne l'est pas. température de... À une température de 60 De 70 degrés. et de 70 degrés. Donc si vous jetez un emballage en PLA dans la nature, il ne va pas se dégrader. Et on a trouvé des microplastiques de PLA
dans l'environnement. Donc il y a peu de plastique, de bioplastiques dits biodégradables qui sont vraiment dégradables dans les conditions naturelles, c'est-à-dire dans le sol et dans le milieu marin. Donc il y a vraiment un effort de communication à faire là-dessus pour dire voilà ce qui est biodégradable et voilà ce qui est compostable. Donc c'est aussi aider le consommateur à gérer ces déchets-là s'il se retrouve avec ces déchets-là et de dire voilà ça vous pouvez l'emmener au compost et ça vous pouvez si vous le jetez dans votre jardin il peut se dégrader. Et pour finir, je voudrais juste parler de ce levier qui sont les bioplastiques. Alors oui, les bioplastiques peuvent être l'une des solutions pour réduire la pollution plastique. Sauf qu'il faut faire vraiment cet effort de communication sur à la fois définir ce que c'est qu'un bioplastique et aussi de dire comment il faut gérer sa fin de vie. Et donc, il y a aussi quelques challenges pour que ces bioplastiques prennent une place plus importante sur le marché. C'est d'améliorer leurs propriétés et leur fonctionnalité, parce que puisqu'ils sont biodégradables, forcément, ils sont sensibles à l'humidité, ils sont sensibles au traitement thermique. Donc là, il faut aussi donc encourager les recherches qui sont faites sur l'amélioration de ces propriétés et de ces fonctionnalités. Il faut éviter la concurrence avec l'alimentation, parce que c'est des plastiques qui sont produits à base de molécules de sucre, donc c'est à base de maïs, de betterave, etc. Et donc là, on va de plus en plus vers des ressources, ce qu'on appelle de seconde génération, de troisième génération, c'est-à-dire les déchets agroalimentaires, les déchets agricoles et puis les algues. Aussi, il faut travailler sur la question du prix, aussi en allant au lieu d'aller vers des ressources alimentaires, des déchets, et puis aussi de voir comment améliorer la technologie pour la rendre moins énergivore, etc. Et puis aussi travailler sur l'impact environnemental, vraiment faire l'effort de communication aussi sur l'impact environnemental et ne pas dire que tous les bioplastiques sont bons pour l'environnement. Et aussi, il y avait un point sur les réglementations, vous en avez parlé, les réglementations européennes et françaises. Là aussi, le plastique à usage unique est interdit par les réglementations européennes et françaises. Les bioplastiques sont considérés comme des plastiques, donc ils rentrent dans cette interdiction. Et donc là, il faudrait peut-être faire la distinction entre vraiment les plastiques biodégradables et les plastiques qui ne le sont pas, et peut-être revoir cette réglementation. Et puis le dernier point, c'est bien sûr l'acceptation des consommateurs qui sont, je pense qu'il y a une prise de conscience globale et qui sont prêts à mettre le prix, donc à payer plus cher pour des produits qui sont meilleurs donc pour l'environnement. Merci Shahined. Alors j'en profite pour vous repousser une question qui vient dans le chat. Justement, quelle serait la consigne de tri pour les bioplastiques ? Parce que la plupart, effectivement, ne vont pas se dégrader dans le jardin, etc. Parce qu'on n'est pas en compost industriel. Donc finalement, ça veut dire quand on a ces emballages en bioplastique, faut-il les mettre dans la poubelle de recyclable, où j'imagine qu'ils ne seront pas... Est-ce qu'ils seront récupérés ? Est-ce qu'il faut les mettre dans les ordures ménagères ? Qu'en est-il ? Aujourd'hui, ils ne sont pas mis dans la benne à recyclage parce qu'il n'y a pas de filière de... Ils sont à mettre, en tout cas, dans la benne. Ils sont à mettre, mais aujourd'hui, ils ne seront pas recyclés. Donc, voilà. Donc en fait, c'est FBI pour l'instant. Une fausse bonne idée, c'est qu'en fait, il faut agir pour que ces bioplastiques qui sont... Alors, est-ce qu'il faudrait des composts industriels qui soient accessibles dans une commune où il faille... Aller encore une fois, plutôt que de mettre en plus ces bouteilles en verre, on est à côté, un compost industriel pour ce genre de choses, ce serait ça, il faudrait un nouveau... Alors attention, il y a un décret qui est sorti sur les emballages qui pouvaient être triés avec les biodéchets. Ouais. Les emballages en plastique, même bioplastique, ne sont pas concernés. C'est ça. On ne veut pas de ces plastiques-là dans les biodéchets non plus. C'est ça, donc il faut vraiment... C'est ça, aujourd'hui ils sont incinérés. Donc en fait, aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt à acheter les emballages en bioplastique. C'est pas la peine de les acheter. Parce qu'il n'y a pas de gestion des déchets aujourd'hui. Et est-ce qu'on a quand même des bioplastiques qui vont pouvoir se dégrader ? On pourra prendre l'exemple du jardin ou pas ? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui sur le marché qui le sont ? Il y en a. Lesquels ? Le PHA par exemple. Donc le PHA, ouais. Et tous les PHA ? Et les amidons, la cellulose, tout ça, ça peut se dégrader. Donc ça veut dire que le consommateur doit aller vérifier quel plastique. Or, il n'est pas toujours informé, j'imagine. Et c'est pour ça que la précaution
En Ouais. fait, c'est par précaution. Il faut Ouais. éviter de retrouver, de polluer encore plus par ce geste de D'accord. mettre au compost des choses qui ne seraient pas biodégradables. Et donc, la recommandation est vraiment de ne pas mettre. Et donc de le mettre dans la Donc, poubelle de tri, mais sachant que dans la poubelle de tri, ça ira finalement dans l'incinération, j'imagine, ce ça sera sera recyclé. C'est ça. récupéré. Mais dans l'incinération, Ouais. je précise ça parce qu'un Ouais. plastique, quand il se dégrade, il devient, ça a été dit, il devient de l'eau et du CO2. Ouais. On perd, le CO2 il repart dans l'atmosphère en fait. Donc l'incinération vient faire la même chose, mais on récupère de l'énergie en parallèle. Donc c'est pas très grave s'il est incinéré Alors après, plutôt on que d'être oublie- en fait perdu en CO2. Et puis dans encore la une nature. fois, on parle de bioplastique, mais on vous rappelle le petit sac à dos dont je vous ai parlé en début de conférence. Ça veut dire que même si on a un bioplastique, on peut avoir le petit sac à dos avec des additifs. C'est pas parce qu'on a un bioplastique Ah oui, qu'on n'a forcément. rien avec soi. Et donc on peut très bien avoir, on prend les phtalates, des phtalates dans son petit sac à dos, ce qui fait que si ça se dégradera certes le monomère, mais aussi les additifs toxiques qui sont avec. Donc en fait, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on voit que sur les bioplastiques, il va vraiment travailler encore pas mal sur la réglementation et voilà. Et Rapide il intervention. y a Ouais. aussi des réglementations sur l'information des consommateurs. Donc là, encore une fois, la loi AGEC, mais aussi au niveau européen, a interdit, je reviens sur Ouais, la ouais. réglementation et le respect de la réglementation, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines allégations environnementales qui sont interdites par la loi, mais qui sont encore utilisées par les Tout à fait industriels. d'accord. Donc, on veut de la transparence, mais en même temps, on ne va pas demander une thèse en chimie, même si je suis très respectueuse, même biologie ou toutes les sciences de la Terre, à chacun des consommateurs quand il va aller acheter un oui, je suis produit. d'accord. Du coup, la solution, c'est quand même qu'il y ait des interdictions, à la fois en termes de produits et à la fois en termes d'allégations soient respectées. environnementales. Et qu'elles soient Et là, il y a eu respectées. des nouvelles choses qui sont très bien, qui sont arrivées, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. On voit encore dans les supermarchés des boîtes sur lesquelles il y a des informations qui pourraient laisser croire que c'est recyclable, que c'est écologique, que c'est très novateur en termes de terminologie. Mais maintenant, il y a certaines terminologies qui sont vraiment interdites par la loi. Et notamment cent- biodégradable. Et les centres Notamment de biodégradables. tri n'ont pas les moyens ou n'auront pas les moyens un jour de récupérer ces bioplastiques en disant ah oui, lui il est compostable en compost industriel, on le récupère on Non, n'a pas parce que qu'encore c'est une des fois, plastiques différents même en fait. quand on le composte, même au niveau industriel, Oui. on perd toute la matière. On ne D'accord. récupère rien. D'accord. Et donc l'intérêt pour nous, il est plutôt de se dire, oui, alors il y a des choses très intéressantes. Le PHA, moi j'aime beaucoup la manière dont c'est produit, parce que ça permet justement peut-être d'avoir des nouvelles façons de produire des matériaux, notamment dans les bioréacteurs, en étant beaucoup moins intrusif sur l'extraction de matières premières. En revanche, en fin de vie, il faudra, si on ne peut pas le réemployer, il faudra le recycler. Alors on fait une pause là-dessus, c'était pour faire une question que je trouvais intéressante. Et on va donner la parole à Célia Renesson du réseau VRAC, qui va alors justement répondre à cette question du début, qui disait mais le VRAC, en fait, ça consomme plus de matière. Donc Célia, je vous laisse répondre à ça. Alors, je ne sais pas si c'était plus de matière, mais en tout cas, je pense que ce que la personne avait en tête, c'est qu'il y a des emballages dans la filière du vrac. Et évidemment qu'il y en a. Valentin l'a dit, on ne va pas se passer d'emballage. La question, c'est de quel emballage on a besoin. Éviter les superflus, éviter les jetables, éviter les plastiques jetables. Et c'est le sujet aujourd'hui de notre formation et notamment du vrac. Donc Réseau VRAC, c'est une association de loi de 1900, mais qui représente des acteurs économiques, donc c'est-à-dire des producteurs, des metteurs en marché, des magasins, des points de vente, des apporteurs de solutions, d'équipements, tout ce qui va permettre au marché de la vente en vrac de se développer. Pourquoi on a créé l'association il y a 7 ans ? On n'a pas inventé le vrac. Le vrac est arrivé en France dans les années 80, notamment dans les magasins bio, en se disant est-ce qu'on peut offrir des produits bio moins chers en les achetant en grande quantité, en les répartissant dans les magasins, en ayant un prix au kilo moins cher. Et en même temps de se dire tiens, ça va permettre aussi de ne pas avoir d'emballage primaire, donc c'est-à-dire d'emballage individuel autour du produit, et de permettre aux clients de venir avec un ancien bocal de confiture, avec un sac en tissu, etc. Seulement, ça n'avait pas beaucoup bougé depuis les années 80, et partant notamment d'un constat personnel où j'ai voulu ouvrir en 2013 une épicerie vrac. Je me suis dit, effectivement, le marché existe, mais il n'est pas très développé, et il y a un certain nombre de freins, à la fois quand on veut s'y mettre en tant que professionnel et aussi en tant que consommateur. Et donc, si on veut avoir les bénéfices du vrac à l'échelle nationale, il va falloir que quelqu'un prenne en main l'organisation de ce marché-là. Donc, c'est ça que fait Réseau VRAC. Donc, on ne dit pas qu'on y est arrivé, ça fait seulement 7 ans qu'on travaille. On l'a fait en totale autonomie, donc avec nos adhérents, on a construit des outils, donc il y a encore beaucoup de marge de progression.
Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été amenées, et notamment avec 2 lois que l'on va voir. Donc aujourd'hui, c'est 1000 entreprises adhérentes de l'association, et les 3 missions pour faire en sorte que les consommateurs aient accès au vrac dans leur quotidien, c'est de structurer cette filière-là. Donc c'est de lui donner des outils, des repères, des formations pour savoir comment on achète, comment on manipule, comment on vend en vrac, comment on tient un rayon, pour pouvoir adresser notamment le sujet de l'hygiène, de l'organisation du marché, mais également les barrières législatives. On a encore aujourd'hui un certain nombre de produits qui est interdit à la vente en vrac, pas forcément motivés par des questions de santé publique. Et donc nous, on a envie d'aller lever ces barrières-là pour pouvoir agrandir le panier de courses du consommateur. Le deuxième volet, c'est de développer ce marché, donc faire en sorte qu'effectivement, il y ait un maximum d'entreprises, et je le donnais tout à l'heure en exemple. Le producteur de son sachet de riz recyclable, il peut continuer. Le mieux serait qu'il switch complètement, qu'il passe complètement au vrac ou à l'emploi. Mais s'il décide de garder une part, en tout cas, il puisse avoir une gamme de produits disponibles en vrac. Donc nous, on pousse les entreprises à diversifier leur gamme de produits et en avoir une disponible pour le canal de la vente en vrac. Et enfin, c'est de pouvoir adresser tous les publics. Et donc là, aujourd'hui, quand on parle d'agents publics, on parle, tu l'as dit Juliette, de commandes publiques, on parle de citoyens, on parle de journalistes également, on parle d'entreprises, de fédérations, et de se dire qu'est-ce que c'est que le vrac et pourquoi je devrais y aller. Donc c'est ça aussi le travail de l'association. Et donc, quand on parle de plastique, on l'a dit tout à l'heure, 20% des emballages des produits ménagers sont en plastique. Donc il y a une solution que nous, on a identifiée il y a 7 ans, qui est effectivement la vente en vrac. On vient d'avoir une définition, on en a parlé grâce à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc depuis le 10 février 2021, on a une définition qui dit que la vente en vrac, c'est la vente aux consommateurs de produits présentés sans emballage. Attention, sans rentrer dans des débats techniques, présentés sans emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage qui est autour du produit. Évidemment que le produit en grande quantité, en sac de 5 ou 10 kilos, il est emballé, il n'arrive pas au magasin par télétransportation. Mais en tout cas, au moment de l'acte d'achat pour le consommateur, les produits qui sont vendus en vrac sont mis dans des équipements de vente, qu'on appelle des silos, qui tombent par gravité, où on a bien souvent des bacs à pelles. Et à ce moment-là, le client peut venir faire ses courses avec ses propres contenants, qui peuvent être un sac en tissu, un bocal en verre, un ancien flacon qu'il vient réutiliser, ou un tupperware, etc. Et donc cette loi-là, elle est très importante pour la filière parce que déjà, elle donne une définition, donc une pleine existence dans le code de la consommation, qu'il n'y a pas que l'emballé, mais qu'il y a aussi la vente de produits sans emballage primaire. Et elle donne aussi le droit au consommateur de faire ses courses dans son propre contenant. Ça aussi, c'est une deuxième avancée législative. Donc vous pouvez, dès aujourd'hui, aller à votre rayon boucherie, charcuterie, poissonnerie, avec votre propre contenant, à partir du moment où il est manifestement propre et adapté à l'usage, c'est-à-dire vous n'allez pas prendre une ancienne bouteille de jus de fruits pour y mettre de la lessive ou du shampoing. Vous pouvez faire vos courses en vrac dans tous ces rayons à la coupe et donc ne plus avoir d'emballage en plastique à usage unique. Donc ça aussi, c'est une avancée que l'association a notamment permis en travaillant sur cette loi-là et qui permet dans son quotidien de facilement choisir ses matériaux et se passer du plastique à usage unique. Et donc on a une étude du WWF qui s'intéressait au plastique et qui disait qu'effectivement dans la vente en vrac, dont j'en ai un petit peu parlé, on retrouve à gauche nos pâtes, nos biscuits, notre lessive, et après on peut avoir plus le service à la coupe. Quand vous venez avec vos propres contenants, évidemment, il n'y a plus de plastique chez vous. Et ensuite, vous avez aussi d'autres impacts environnementaux bénéfiques, on en parlait un petit peu tout à l'heure, effectivement, plus d'extraction de matières issues du pétrole et plus de recyclage à la fin. Alors même si à un moment donné, il y a toujours une fin de vie, même pour des emballages réemployables, en tout cas on la diminue fortement, vous avez, en plus d'avoir un impact sur moins de déchets plastiques, un impact bénéfique sur la consommation en CO2 et également la consommation en eau. Ceci étant dit, ces chiffres-là sont aussi le reflet de l'état actuel du marché. Un marché qui, finalement, nous, on a développé que depuis 7 ans avec nos petits bras.
le vrac, c'est 0,75% des ventes des produits de grande consommation. Donc c'est tout petit. Donc ça veut dire qu'à la fois, on a des marges de progression formidables devant nous. C'est 32% des consommateurs qui achètent en vrac. Donc ça veut dire qu'il y en a près de 70-68 qui n'achètent pas. Donc on a aussi là des marges de progression pour pouvoir réduire à grande échelle le plastique. Mais ça veut dire aussi surtout qu'on est une toute petite et jeune filière. Et donc forcément avec moins de moyens, et Juliette en parlait, si on veut que les filières d'avenir se développent, il va falloir venir les soutenir financièrement parce que adapter des lignes de production, venir créer des nouveaux outils industriels, mettre en place des usines, etc., faire de la R&D, parce c'est pas juste je prends mon biscuit, j'enlève l'emballage et je le vends en vrac. Il faut travailler la recette, il faut retravailler la ligne de conditionnement, la logistique, la manière de le vendre. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'investissements qui sont nécessaires dans ces filières-là. Et ce qu'il faut regarder, c'est que l'état actuel du marché nous montre des marges de progression intéressantes et des bénéfices environnementaux qui sont déjà positifs, sachant qu'on n'est pas forcément optimisé. Donc ça, c'est sur la partie chiffres. Et donc, comment agir pour généraliser le vrac et rendre cette filière-là toujours plus positive? Donc là, au niveau de la puissance publique, que peut faire l'État? Donc c'est un exemple. Ben, c'est premièrement, je vous ai dit, on a deux lois, la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. On a la chance d'avoir ces deux lois-là en France. Donc je l'ai dit, hein, loi AGEC, on a une définition de la vente en vrac, le droit du consommateur de faire ses courses dans ses contenants. On a aussi l'INAO qui doit adapter les cahiers des charges des produits sous signe de qualité de l'origine. Donc c'est par exemple un riz de Camargue qui peut être vendu en vrac. Et loi climat et résilience, c'est les 20% de surface de vente dans les magasins de plus de 400 m² qui doivent être consacrés à la vente de produits sans emballage. Donc on a aujourd'hui des objectifs. Il faut faire appliquer ces lois. On n'a pas forcément de sanctions. Donc il faut faire appliquer ces lois. Il faut pouvoir les suivre. Et déjà, on arrivera aussi à faire changer les choses. La deuxième chose, c'est un avis qui n'est pas forcément connu, mais qui est remarquable. C'est l'avis 88 du Conseil national de l'alimentation que je vous invite à lire. C'est la feuille de route pour moins de plastique et pour le vrac. Donc on demande d'avoir des formations, de renforcer l'attractivité. Voilà, je vous laisserai lire la slide en détail, mais ça, c'est une véritable feuille de route dont n'importe quel agent public, et notamment d'un point de vue législatif, on devrait se saisir pour pouvoir accélérer le développement du vrac. Enfin, c'est de continuer, je vous l'ai dit un petit peu, il y a des produits qui aujourd'hui ne sont toujours pas vendables en vrac, parce que la loi européenne, la législation européenne l'interdit. Et nous, on travaille à faire en sorte que ces produits-là puissent être autorisés et puissent être vendus dans des conditions qui garantissent la santé et la sécurité du consommateur. On a déjà réussi pour la France à avoir une autorisation pour l'huile d'olive, pour les graines de chia et les produits sous SIQO. Maintenant, on est en train de travailler sur d'autres produits, comme par exemple les produits surgelés, qui, on l'a vu aujourd'hui dans l'exemple du WWF, et surtout sont déjà vendus en Espagne ou en Italie. Quels produits, par exemple, en vrac, en surgelé? Ah bah tout. On a une chaîne, par exemple, de magasins en Italie qui ne vend que des produits surgelés, produits de la mer, légumes, etc. Donc ce sont des grands bacs. Vous prenez des bacs avec des pelles et vous vous servez, vous refermez le couvercle et puis vous le mettez dans votre congélateur. Enfin, on l'a dit et c'est un prérequis important. En tout cas, nous, on se bat là-dessus et ça fait partie de notre feuille de route, c'est de dire que ce sont des jeunes filières qui sont très intensives en CAPEX, donc c'est tous les investissements de départ que l'on peut avoir, mais également en OPEX, donc ça va être tous les frais courants qu'on a au moment de la vie courante d'une entreprise. On a plus de main-d'œuvre, on a beaucoup d'investissements. Un exemple, changer une ligne de production, par exemple, de bouteilles plastiques pour les mettre en réemploi, c'est facilement 30 millions d'euros. Donc, et à un moment donné, on parle quand même d'investissement, on parle de R&D, on parle de mettre en place des centres de lavage, on parle de mettre en place des machines qui vont venir récupérer ces contenants, etc. Et on parle surtout d'emploi. Ces filières d'avenir sont des filières qui emploient beaucoup de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, avec les charges que l'on a, eh bien, on n'est pas compétitif. En fait, ce point-là, c'est vraiment comment on rend ces filières-là compétitives sur le moyen et le long terme, puisqu'on est dans une logique capitaliste et de retour sur investissement, pour faire en sorte qu'elles puissent se développer et qu'elles puissent être pérennes sur le long terme. Et donc, on a besoin d'un soutien à l'amorçage
et d'un soutien également jusqu'à ce qu'on puisse atteindre des volumes et des économies d'échelle. Et enfin, on en a un petit peu parlé, c'est d'avoir des ambitions fortes au niveau national, européen et international, avec notamment en ce moment, on l'a vu, le PPWR au niveau européen et le traité plastique. Et on ne doit pas reculer sur des objectifs qui ont notamment été mis en place par la Commission européenne dans le PPWR, et on doit les maintenir. Et la France a un rôle à jouer pour porter une ambition forte à ce niveau-là. Et enfin, c'est ma dernière partie, en tant que consommateur, comment on peut agir ? Eh bien, nous, on a créé notre association, un site destiné au grand public qui s'appelle consommervrac.fr pour tout savoir sur le vrac, donc un ensemble d'informations, de quiz, de tests, également une carte des points de vente où il y a du vrac à côté de chez soi pour pouvoir faire ses courses du quotidien, pouvoir s'y mettre. Enfin, c'est appliquer la loi AGEC, avoir connaissance de cette loi AGEC et, comme je disais, de pouvoir apporter son contenant pour faire ses courses, donc de le faire. Et si vos commerçants ne sont pas au courant, de pouvoir les en informer. Parce que en fait, c'est comme ça. Et puis évidemment, d'informer les proches. On a écrit un livre également qui s'appelle Vrac mode d'emploi, qui est très pédagogique, avec toute une partie théorique progressive et de mise en pratique de recettes alimentaires, non alimentaires, donc qui permet de s'y mettre. Et c'est d'en parler autour de soi, ses proches, ses collègues, et d'essayer surtout d'y aller pas à pas. Ne jamais vouloir faire les choses dans leur intégralité, mais d'essayer avec un produit. Si ça fonctionne, on essaye un deuxième, etc. Et toujours dans cette dynamique de pouvoir inciter le plus grand nombre, on a créé au mois de mars le mois du vrac. Donc c'est une initiative qui permet durant 31 jours de pouvoir s'essayer au vrac, y passer, inciter ses proches. Et donc toutes les informations sont sur le site consommervrac.fr. Et en conclusion, parce que là l'actualité me permet de dire, c'est que dès dimanche, nous serons à la 5e édition du Salon du Vrac et du Réemploi. Donc, c'est une autre initiative que Réseau Vrac a lancée. Donc, celle-ci qui s'adresse aux agents publics. Qui aura lieu à Paris ? À Paris, au Parc Floral, dimanche 14 et lundi 15 mai. Donc, c'est plus de 135 exposants. Donc, des produits, des services, des équipements pour le vrac et le réemploi, de manière à pouvoir y passer concrètement en tant qu'agent public ou en tant qu'acteur économique, durant 2 jours, et une vingtaine de conférences pour pouvoir aussi s'initier au sujet et pouvoir s'informer et surtout y passer concrètement. Donc dimanche 14, lundi 15 mai au Parc Floral. Alors merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vois que le temps file de manière fulgurante, c'est le principe du temps. Juste 2 micro-questions, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je vous en pose 2. Célia, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible. Les questions, c'est beaucoup, le vrac c'est cher. Alors des gens ont répondu sur le chat, oui mais c'est souvent bio et local, donc voilà. Donc c'est une critique, mais vous avez parlé de compétitivité, donc voilà. Première question, comment font les gens qui ont peu d'argent pour se permettre le vrac ? Et 2, est-ce qu'il y a des pays, notamment européens, ou peut-être plus, quels sont les pays qui sont plus en avance sur le vrac ? Je vais commencer par la deuxième, parce qu'elle est rapide, c'est la France. La France est la plus en avance sur le vrac. C'est la plus développée, déjà parce qu'il y a une association qui ne fait ça que depuis 7 ans, et puis qu'on a réussi à avoir un gouvernement et un pouvoir législatif qui soutient le vrac avec 2 lois qui encouragent le vrac. Sur la partie du prix, c'est très complexe, donc je vais essayer de faire court. Alors effectivement, le vrac, comme j'ai dit, est né dans les magasins bio, donc on a massivement des produits bio vendus en vrac. Les produits bio vendus en vrac sont moins chers que le bio emballé. Ça, c'est indéniable. Il y a une très bonne étude de l'Institut national de la consommation qui met. Donc, prix au kilo bio vrac, moins cher que bio emballé. Ceci étant, et c'est pour ça qu'on a développé l'association, c'est que le vrac, c'est un mode de distribution, un mode d'achat. Donc, il est agnostique à la typologie de produit. On peut avoir du riz premier prix, du riz de qualité, du riz bio, du riz labellisé. Donc, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse l'ensemble des industriels à se mettre au vrac pour avoir une large palette de produits disponibles, donc une gamme de prix plus large. Et aujourd'hui, les tests qui sont en train d'être menés avec notamment des grandes marques qui arrivent au vrac, elles font un effort sur le prix pour proposer leurs produits que les clients connaissent en emballé au même prix ou moins cher. Donc c'est en train d'arriver. Mais si l'on veut que cette filière-là, elle puisse effectivement in fine proposer des produits moins chers, sachant qu'on a des investissements, qu'on a plus de main-d'œuvre, il va falloir avoir des soutiens extérieurs pour faire en sorte que cette réalité-là, qui est un effort aujourd'hui effectué par les fabricants, devienne une réalité économique. Donc il faut du soutien financier, du volume et donc plus de consommateurs aussi.
Merci Célia. Alors avant de conclure, je vais prendre une question. Alors je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de questions et malheureusement je ne peux pas toutes les prendre. Donc je vais juste finir sur le traité parce que c'est une question qui nous a été posée justement sur le traité international sur le plastique. Et je vais vous poser la question à chacun très rapidement, en 20 secondes chacun, si vous pouvez me faire une phrase pour me répondre à ça. Qu'attendez-vous du traité international sur le plastique ? Que conviendrait, alors je sais, on va se bon, mais alors vous avez, attention, ne me faites pas perdre de temps. On peut le mimer. On peut le mimer. Que conviendrait le traité idéal? Alors moi, je vais commencer à répondre, si vous m'autorisez, et ensuite je vous laisse la main, ça vous laisse le temps de réfléchir. Il se trouve que on a souvent c'est compliqué, que ce soit le climat, etc., d'avoir des solutions, des choses qui fonctionnent. Il se trouve que le trou dans la couche d'ozone aujourd'hui, c'est un peu un lointain souvenir. On a finalement décidé d'interdire les gaz des frigos. Bon, on a un autre problème avec des gaz qui sont pires sur d'autres problèmes, mais en tout cas, sur la couche d'ozone, on a plafonné en fait la production de ces gaz. On a calculé leur volume à un temps donné, le protocole de Montréal en 1987, et on s'est dit, bon ben voilà, on est à tel volume aujourd'hui, on n'ira jamais plus haut. Voilà, donc les industriels ont trouvé d'autres solutions parce que les prix montaient, parce qu'on produisait toujours des frigos et autres, et on avait besoin de ces gaz. Donc on a trouvé des solutions alternatives. On a plafonné la production de ces gaz, et finalement aujourd'hui ces gaz ne sont plus produits. Donc moi je rêverais, mon traité idéal, je ne sais pas si ça arrivera, mais c'est clairement mon traité idéal, c'est plafonner la production de plastique vierge. Alors voilà ma solution, on a le droit d'avoir la même. Alors commençons par Hélène. Quelque chose de proche en fait, ce serait en lien avec mes 3 S là, sur la sobriété, c'est taxer l'utilisation, mais vraiment très fort, de résine vierge. Ok. Moi je pense comme mentionné au début qu'il faut absolument en fait collecter ces déchets avant même qu'ils se retrouvent dans la nature, qu'ils soient plastiques ou pas plastiques d'ailleurs, peu importe. Et donc il faut mettre en place des systèmes pérennes, alors que ce soit la REP de manière perfectible très certainement, à améliorer, mais en tout cas, il nous faut des systèmes de collecte efficaces dans tous les pays du monde. Merci. Shainez. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment réduire la consommation de plastique, réduire la production du plastique vierge et retirer du marché tous les plastiques superflus. Inutiles, superflus. Les identifier et les retirer. Juliette. C'est dur de passer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, du coup je vais dire autre chose pour alimenter le débat. J'espère qu'il y aura une juste responsabilité des acteurs à travers la planète, parce que du coup, nous, on travaille avec des homologues en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui se retrouvent avec tous nos déchets plastiques et qu'on accuse d'être des pollueurs. Et pourtant, effectivement, c'est des pays qui ont besoin de soutien et de financement pour gérer les déchets, mais ils ont surtout besoin qu'on arrête de leur envoyer les déchets plastiques. Et qui étaient beaucoup dans le vrac, dans ces pays d'Asie. On commençait par le vrac et on leur a mis peut-être des sachets, l'économie du sachet. Donc, ok, merci Célia. Alors donc moi, c'est aussi fixer des objectifs de réduction de production du plastique vierge, mais aussi des objectifs pour les solutions de substitution. Donc des objectifs justement chiffrés. Chiffrés, effectivement, donc des pourcentages, parce que c'est bien de dire qu'il faut réduire la production, mais il faut surtout mettre en face des solutions. Et pour ces solutions-là, il faut donner des objectifs chiffrés. Et alors dans les questions, justement, dans cette même question, on nous demandait quels étaient les matériaux idéaux. Il n'y a pas de matériau idéal. On peut avoir des nouveaux matériaux qu'on va effectivement créer, mais il n'y a pas de matériau idéal. C'est des matériaux non jetables, des matériaux durables qu'on va réutiliser en fait le plus possible. Le verre a un impact carbone très important, l'inox, n'en parlons pas, etc. On a des gourdes sur la table. Ça va très bien cette gourde en inox. Diminuer les multimatériaux. Voilà, diminuer les multimatériaux. Le problème, c'est les multimatériaux. En tout cas en plastique, mais c'est surtout donc, dans les nouveaux matériaux. Enfin, ne pas compter trop sur des nouveaux matériaux qui vont apparaître un jour. Peut-être qu'il y en aura, mais il ne faut pas compter là-dessus. Il faut vraiment réutiliser. Et en fait, cette gourde-là, par exemple, utiliser au moins 10 ans. Il faut qu'il y ait, qu'on n'ait pas 3 gourdes, mais qu'il n'y en ait qu'une seule. Donc c'est vraiment repenser nos modes de vie, nos façons de vivre. Retourner des fois à du bon sens, en fait, c'est souvent ça la solution. Alors, pour revenir, déjà je vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci à tous les intervenants vous êtes quand même réduits dans un cadre. On aurait bien aimé échanger plus et débattre un peu plus, mais on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'être venus. Merci à l'IGPDE et à l'IPEC de nous avoir accueillis, de nous avoir organisé cette table ronde pour essayer de vous éclairer sur la question. Si vous voulez évaluer cette formation, vous pouvez
Dans le chat, vous avez un lien pour éventuellement évaluer la formation et vous pouvez aussi, vous aurez un mail qui vous redonnera ce lien c'est important pour l'IGPDE, l'IPEC, pour améliorer leur formation à l'avenir. Donc la conférence sera rediffusée en ligne sur YouTube et donc Webex. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, il y a aussi sur le site de l'IGPDE déjà une webographie qui a été mise en ligne, ainsi que les documents qui ont été utilisés pendant la conférence. Donc n'hésitez pas à vous y plonger pour creuser un petit peu ou à aller dimanche et lundi à la conférence sur le BRAC. Et puis j'en profite surtout pour vous rappeler la prochaine conférence qui sera organisée dans le cadre des rencontres économiques. Elle aura lieu le 2 juin et sera intitulée « Le renouveau industriel français est-il encore possible ?» Vaste programme. Je vous ne donne pas la réponse et je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Au revoir.